Merci à tous d'être là ce soir. Alors oui, comme l'a dit Clémentine, ce soir je vais essayer de vous dresser un état des recherches en cours qui porte à essayer de mieux comprendre l'origine de la variabilité des décisions humaines en situation d'incertitude. Et en fait, je vais pas essayer de ne pas me limiter à cette question cognitive qui est par définition assez précise, et je vais essayer à travers les recherches sur cette question, d'illustrer les défis importants auxquels les sciences cognitives et les neurosciences font actuellement face et vont certainement continuer à faire face dans les prochaines années. Alors pour introduire cette présentation, nous prenons tous, chacun et chacune, des milliers de décisions par jour, des décisions sociales, des décisions économiques, des décisions politiques parfois. Certaines sont très simples, d'autres beaucoup plus difficiles. Certaines sont prises en un instant, d'autres prennent beaucoup plus de temps à être prises. Et ce soir, je vais m'intéresser à un type particulier de décisions qui sont les décisions difficiles en situation d'incertitude. Alors pour déjà essayer de définir simplement la notion d'incertitude, j'ai juste pris le dictionnaire. Et donc, ça se résume dans le Larousse à l'état de quelqu'un qui ne sait quelle partie prendre, ou un état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose qui pourrait ou non se produire. Alors, dans le laboratoire, comment est-ce qu'on va créer des conditions d'incertitude pour le sujet ou pour la personne, le volontaire qui va venir passer des expériences? On va en fait lui demander souvent de combiner des sources d'informations ambiguës qui peuvent même souvent être en conflit les unes avec les autres et à partir desquelles il va devoir néanmoins prendre une seule et même décision. Alors, en pratique, comment étudie-t-on la prise de décision en situation d'incertitude? On utilise bien sûr des protocoles de laboratoire, qui ne sont donc par définition pas des décisions que nous prenons dans la vie courante, car les sujets, les volontaires qui viennent passer ces expériences, sont en général isolés dans des cabines expérimentales où ils réalisent des sortes de jeux vidéo sur ordinateur qu'on a mis au point et donc qu'on contrôle assez précisément. Mais donc par définition, ce ne sont pas des décisions sociales, des décisions que nous prenons classiquement dans la vie de tous les jours. Ces protocoles de laboratoire, ils ont bien souvent une simplicité qui est totalement assumée. Le but n'est pas de résumer l'ensemble des décisions humaines qui peuvent être prises dans la vie de tous les jours, à tous les instants, mais d'essayer de comprendre les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent chacune de nos décisions. Alors je vais vous en illustrer certains pour que vous ayez une petite idée de quel genre de protocole on peut utiliser pour mettre les sujets dans des situations d'incertitude et leur demander de prendre des décisions. Alors un premier protocole s'appelle un protocole de catégorisation probabiliste. Alors il est très simple, on présente au sujet, là je vous présente une version simplifiée de ce protocole, il y en a des dizaines de variantes, la recherche est faite comme ça, chaque chercheur a sa propre version d'une seule et même tâche et chacun fait sa cuisine comme il veut. Donc dans cette version-là qui est très simple, le sujet fait face à un tirage de balles colorées, vous voyez elles ont deux couleurs possibles, rose ou bleu, et la question qu'on pose au sujet, c'est de savoir si les balles ont été tirées d'une urne A ou d'une urne B. La différence entre les deux urnes que je vous présente de part et d'autre de l'écran consiste en la proportion relative des deux couleurs de balles dans chaque urne. Vous voyez que l'urne A contient 60% de balles roses, seulement 40% de balles bleues, et vice-versa pour l'urne B. Donc vous voyez déjà bien que cette décision que le sujet va prendre sur la base d'un seul tirage qui ne contient que quelques balles va être difficile parce que les deux urnes ne contiennent pas qu'une couleur de balle, mais les deux couleurs de balles. Donc on ne peut pas être sûr, sur la base de 5 balles seulement, si ces balles viennent d'être tirées de l'urne A ou de l'urne B. Okay ? Donc on va demander au sujet de faire plusieurs essais de ce genre de jeu, dans lesquels on peut varier le nombre de balles tirées, ou à quel point les deux urnes ont des proportions de couleurs de balles différentes, et essayer d'étudier comment les sujets mettent du temps ou non pour décider, à quel point est-ce qu'ils sont bons pour prendre la meilleure décision possible, et ce genre de choses. Une autre variante de ce genre de décision sous incertitude, ce genre de protocole, c'est des tâches qu'on appelle de raisonnement probabiliste. Alors là, c'est des tâches où le sujet commence dans une première phase de la tâche par voir un symbole. Par exemple, là, une étoile. Et le sujet est présenté avec cette étoile, et ce qu'il doit faire, c'est d'essayer de prédire la couleur qui va sortir après la présentation de ce symbole. Le sujet sait qu'il y a deux couleurs possibles, bleu ou rose, et donc à chaque fois qu'il voit l'étoile, il doit dire « là je pense que ça va être bleu qui va sortir ou rose ». En fait, la manip ou le protocole est fait de façon à ce que quand l'étoile est présentée, après la décision du sujet, il y aura 20% de présentation de la couleur bleue et 80% de la couleur rose. Donc, à travers des présentations répétées de l'étoile, le sujet va se forger une confiance et une croyance sur le fait que l'étoile donne majoritairement la couleur
violet et pas la couleur bleue. Okay, et en fait, le sujet va être entraîné sur plusieurs symboles dont les contingences sont différentes. Contingence, ça veut juste dire que là, pour le rond, vous voyez que cette fois-ci, après un rond, il y aura 40% de couleur bleue et 60% de couleur rose. Donc c'est plus incertain, car c'est moins clairement violet que pour l'étoile. Et encore d'autres formes, etc., etc. Et donc le sujet est d'abord entraîné à comprendre quelles sont les proportions de couleurs qui sont associées à chacune des formes. Et dans un deuxième temps de la tâche, qui est le temps intéressant, le sujet est cette fois présenté avec une séquence de ces formes. Par exemple, dans cet essai, il va voir d'abord le losange, l'étoile, le rond et le losange, et il va devoir maintenant, à nouveau, dire qu'est-ce qu'il pense qui va être la couleur qui va sortir après cette séquence de symboles. Donc vous voyez que la tâche devient déjà plus compliquée, parce que maintenant, les différents symboles n'ont pas nécessairement la même couleur préférentielle. Okay, et donc voilà, donc la tâche est difficile, le sujet est incertain. Évidemment, si dans un essai on ne lui présente que 3 étoiles, ça va être très facile, le sujet va dire rose, 3 triangles, il va dire violet, il va dire bleu, mais si on lui présente des combinaisons qui n'ont pas les mêmes couleurs préférentielles, ça va devenir plus compliqué. Néanmoins, je vous rassure, un singe est capable de réaliser cette tâche de façon assez efficace. Donc, ce n'est pas des décisions qui sont vraiment fondamentales pour toutes les espèces, au moins tous les mammifères. Voilà. Un autre type de tâche, qui met encore une fois le sujet dans une situation d'incertitude et qui est vraiment très classique en sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et là, on peut voir tout de suite une analogie avec des jeux très simples de machine à sous au casino. Donc cette fois-ci, la tâche, le sujet fait face à une version extrêmement simplifiée d'une machine à sous, où il a juste 2 leviers. Et il a le choix à chaque essai de tirer le levier gauche ou le levier droit. Et à l'issue de ce tirage, il peut soit obtenir ou ne pas obtenir une récompense. En général, une récompense monétaire. Donc le sujet va effectuer à chaque fois des tirages comme ça. Et à chaque tirage, s'il obtient une récompense, on peut lui dire qu'à l'issue de l'expérience, il gagnera peut-être 50 centimes d'euros de plus ou 20 centimes d'euros de plus. Et donc le sujet est entraîné à essayer de découvrir lequel des 2 leviers rapporte en moyenne le plus d'argent. Vous voyez que là, je vous présente une version où le levier de gauche, dans 50% des essais, rapportera une récompense, celui de droite seulement dans 25%. Et donc chaque essai se passe comme ça, le sujet fait un choix, un délai, puis il observe, il obtient ou non une récompense, et il recommence à faire des choix, etc. Et on peut voir à quelle vitesse le sujet va apprendre lequel des 2 leviers rapporte le plus en moyenne. Là encore, ces décisions qui ressemblent à des décisions de machine à sous sont en fait des décisions assez simples et un rat y arrive très bien. Donc on pourrait imaginer un rat au casino, il y arriverait probablement aussi bien que nous. Dans ces situations d'incertitude, les chercheurs en psychologie cognitive depuis le milieu du XXe siècle ont mis en évidence de très nombreux biais cognitifs. Et donc je vais vous en illustrer certains qui pourront peut-être résonner chez vous, car en fait ils s'illustrent pas seulement au laboratoire, mais dans la vie de tous les jours. Le premier, et donc ces biais produisent une large variabilité des décisions humaines, parce que ces biais ne sont pas nécessairement exprimés avec la même intensité chez différents individus, et il y a une pléthore de biais différents qui coexistent au même moment de prendre la décision, et donc ils produisent des décisions qui peuvent paraître assez variables et aléatoires. Un premier biais très classique dans la littérature s'appelle le biais de confirmation. Et on peut le définir simplement comme la tendance à tenir plus compte des sources d'informations qui tendent à confirmer notre point de vue. Okay ? En gros, si on pense déjà quelque chose et qu'on est amené à prendre une deuxième décision, on va avoir tendance à considérer plus fortement ce qui a tendance à confirmer ce qu'on avait décidé auparavant que ce qui a tendance à l'infirmer. Et c'est quelque chose qui a d'ailleurs, qui est problématique et qui a même fait la une des médias en ce qui concerne même les médias sociaux comme Facebook, qui présentent en fait aux personnes sur Facebook progressivement des contenus qui eux-mêmes sont plutôt en accord avec leur point de vue sur la base de ce qu'ils avaient liké ou préféré précédemment. Donc vous voyez que ces biais, qui sont déjà présents chez un individu tout seul, peuvent même être très amplifiés quand il y a des algorithmes comme ça qui sont mis en place par derrière et qui vont même tendance à exacerber ces biais. Un autre biais possible s'appelle le biais de récence, et on peut le résumer par la tendance à tenir plus compte des informations récentes que des informations anciennes au moment de décider. Ce qui peut parfois être complètement sous-optimal si les informations passées avaient autant de valeur que les informations récentes. Mais c'est un biais très classique et qui s'observe dans quasiment toutes les décisions humaines. Un dernier biais auquel je vais m'intéresser un peu ce soir, et je vous en présenterai les bases neurobiologiques dans la suite de la présentation, c'est ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Et on peut le résumer par une tendance à tenir plus compte des bonnes surprises que des mauvaises surprises,
typiquement dans les tâches d'apprentissage par renforcement que je vous ai présentées de machine à sous. Okay, donc on a tendance à être plus impacté par les bonnes nouvelles que par les mauvaises nouvelles dans notre prise de décision. Alors le problème de ce nombre très large de biais cognitifs qui s'expriment simultanément lors de la prise de décision, c'est qu'en fait, on a un problème progressivement, on fait face à un problème de pouvoir explicatif en sciences cognitives. Pour comprendre pourquoi cette variabilité s'exprime, pourquoi tous ces biais sont-ils présents, quelle est la cause de ces biais, et également quels sont les mécanismes qui sous-tendent chacun de ces biais cognitifs. Le problème en sciences cognitives à l'heure actuelle, c'est que les méthodes pour mettre au point des protocoles expérimentaux et les analyser se basent très majoritairement encore sur des méthodes qu'on appelle contrastives. C'est-à-dire des méthodes où dans chacun des protocoles que je vous ai présentés précédemment, je mettrai au point différentes conditions expérimentales, dans le cas le plus simple 2, qui sont censées être différentes sur une dimension cognitive, par exemple la quantité d'incertitude. Et ensuite, je comparerai le comportement par soustraction des sujets entre les deux conditions. Okay, donc ces méthodes peuvent permettre de mettre en évidence des différences de comportement entre différents niveaux d'incertitude, mais pas nécessairement de comprendre pourquoi ces différences existent. Et l'un des objectifs de ma présentation ce soir, c'est d'essayer de vous présenter quelles sont les nouvelles méthodes qui sont en train d'émerger en sciences cognitives et en neurosciences, qui visent à essayer de combler ce vide explicatif et à essayer de mieux comprendre les données et les différences qu'on peut observer en psychologie expérimentale et en neurosciences cognitives. Donc ça va être ça mon objectif. Je vais essayer de garder la présentation la plus simple et la plus claire possible. Elle est évidemment un peu biaisée par mon passé de chercheur, mais je vais essayer de la rendre la plus claire possible. Donc voilà. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est exactement ce que je viens de dire, de montrer comment, et là, c'est là que je vous explique ce que je vais vous présenter ce soir, c'est ce qu'on appelle la modélisation cognitive. Et je vais vous montrer comment ces outils, dont le nom peut paraître un peu barbare maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est précisément, peuvent essayer de réduire le vide explicatif qui existe en neurosciences cognitives et en sciences cognitives au sens large. Alors, que veut dire modéliser la prise de décision? Puisque moi, je vais m'intéresser à la prise de décision en situation d'incertitude. Donc, que veut dire modéliser la prise de décision? Modéliser la prise de décision, ça veut dire mettre au point des équations mathématiques qui permettent de résumer ou de caractériser la façon dont les sujets humains prennent des décisions. Okay, donc, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Imaginons un protocole classique en sciences cognitives où on place le sujet dans différentes situations. Vous voyez, situation 1, situation 2. Le sujet est dans ces situations, peu importe la tâche ou le protocole dont je parle ici, c'est général. Le sujet est dans une situation, il prend une première décision. Dans une deuxième situation, différente de la première, il prend une deuxième décision. C'est ce que nous appelons des observations. En tant qu'expérimentateurs, nous avons accès, nous voyons ce que nous avons présenté au sujet et ce que le sujet a pris comme décision. L'objectif de la modélisation, c'est d'essayer de mettre au point un modèle cognitif, c'est-à-dire une série d'étapes qui peuvent se résumer par des équations mathématiques qui permettent, sur la base des situations qu'on a présentées au sujet, de prédire le plus précisément possible les décisions que le sujet a prises. Okay, et donc ce modèle, souvent, se résume par des paramètres que nous pouvons ajuster au comportement du sujet, le but étant de produire un modèle dont les décisions vont ressembler le plus possible aux décisions qu'a prises le sujet. Okay, et une façon pour tester, et aussi un avantage de ces modèles, c'est ensuite, si on présente au sujet une nouvelle situation N que nous n'avons pas utilisée pour ajuster notre modèle et le mettre au point, nous allons pouvoir tester si notre modèle est capable de généraliser, c'est-à-dire de prédire le comportement humain dans de nouvelles situations que le modèle n'avait pas vues précédemment. Okay, donc c'est exactement ça. On va mettre le sujet dans une nouvelle situation, il va prendre une nouvelle décision, et on va pouvoir regarder si les équations mathématiques que nous avions mises au point sur la base des situations précédentes sont capables de prédire le comportement dans de nouvelles situations. Okay, et vous voyez qu'en fait, un modèle cognitif, ça a un pouvoir explicatif assez fort, parce que par définition, ça se résume en une série d'étapes qui sont censées être des étapes qui miment des processus cognitifs qui sont impliqués dans différentes étapes de la prise de décision. Donc, je vais essayer de vous en résumer certains dans la suite de cette présentation pour que ça devienne un peu plus concret pour vous. Alors, la modélisation cognitive, ça peut avoir deux buts principaux. Le premier but, ça peut être un but commercial qui peut être d'essayer de prédire le comportement humain, par exemple le comportement d'un consommateur. C'est un premier but, ce n'est pas du tout le but qui m'intéresse ce soir. Le but scientifique, lui,
c'est d'essayer de comprendre quels sont les processus cachés qui sous-tendent la prise de décision. Okay ? Et pour vous montrer que je ne suis pas le seul à penser que cette méthode d'analyse de données en sciences cognitives est importante, je vous montre ici l'évolution. Là, j'ai pris une base de données très classique qui s'appelle PubMed, qui référence tous les articles de recherche biomédicale et en psychologie. Et ce que je vous montre au cours du temps, là, vous avez l'année de la publication des articles de recherche, de 1965 à 2015, et je vous montre ici en fréquence relative à quelle vitesse augmentent les articles, ou dans le titre ou le résumé de l'article apparaît le mot cognitif, ou alors cognitif et computationnel. Computationnel étant le terme anglais qui correspond à modélisation. Okay ? Et donc ce que vous voyez, c'est que la croissance des papiers qui comportent les termes cognitif et modélisation augmente de 30% par an, c'est-à-dire beaucoup plus vite que l'ensemble des papiers en sciences cognitives que j'ai pu référencer. Évidemment que j'en ai oublié avec cette méthode-là, mais ça vous donne une idée de la vitesse de progression de ces méthodes d'analyse de données. Alors, il y a des différences importantes que je veux que vous compreniez tout de suite avec d'autres champs de recherche qui pourraient s'apparenter de loin à de la modélisation. Donc il y a déjà une différence fondamentale avec l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, son but, c'est de résoudre une tâche complexe le mieux possible. Et si besoin, très différemment de ce que fait l'homme pour résoudre la tâche. Donc ce n'est pas du tout le même but. Le but de la modélisation cognitive, c'est justement de comprendre les processus cognitifs à l'œuvre chez l'homme qui peuvent être totalement sous-optimaux, même parfois inefficaces. Il y a également une grande différence avec la modélisation cérébrale, donc le talk de David Holtzman qui sera là demain soir, parce que la modélisation cérébrale vise, elle, à comprendre les processus neurobiologiques, donc on simule l'activité de neurones. Ici, les équations mathématiques dont je vous parle n'ont pas du tout besoin d'être des équations qui simulent l'activité de neurones dans le cerveau. Ça peut être des équations qui résument la façon dont les sujets prennent des décisions. Ça n'a pas du tout besoin d'être à un niveau de simulation de neurones. Ça peut être beaucoup plus simple. On peut avoir des équations qui tiennent en 3 lignes et qui prédisent avec précision les décisions que peuvent faire des gens en situation d'incertitude. Okay ? Donc il y a des différences avec ces deux différentes formes de modélisation. Alors maintenant, on va un peu s'attaquer au cœur du sujet, qui est de tenter de comprendre l'origine de la variabilité qu'on observe dans les décisions humaines. Alors, quelque chose qui peut être important de comprendre déjà, c'est d'un point de vue purement théorique, même avant de rentrer dans une expérience, c'est que des biais qui ont été décrits dans la littérature en psychologie cognitive et initialement vus comme des stratégies, quand on parle de biais, il y a souvent une valeur négative qui est associée à ce terme en psychologie cognitive, qui laisse penser que ces biais sont sous-optimaux ou sont d'une certaine façon inefficaces et tendent à prendre de mauvaises décisions. En fait, récemment, différents cadres de recherche ont montré que si on considère certains types d'environnements, avec certaines formes d'incertitude, qui ont une certaine structure, ces biais, qu'on considérait comme sous-optimaux et néfastes, peuvent devenir en fait optimaux et bons pour prendre une bonne décision. Et il se trouve qu'en fait, caractériser ces environnements dans lesquels les biais cognitifs deviennent optimaux, nous font mettre en évidence des environnements qui ressemblent en fait beaucoup à notre environnement dans la vie de tous les jours. Ce qui laisse penser qu'en fait ces biais ne sont pas nécessairement néfastes et un problème pour la prise de décision, mais qu'ils ont peut-être évolué, car en fait ils sont optimaux dans les conditions de notre environnement de la vie de tous les jours. Le biais de confirmation dont je vous parlais précédemment, en fait, il n'est pas optimal dans un environnement qui est non structuré. Donc si on se rappelle de la première tâche que je vous ai présentée avec les balles et on devait déterminer de quelle urne venaient les balles, si à chaque essai, l'urne peut changer aléatoirement, finalement, il n'y a aucune raison de confirmer sa décision précédente. Par contre, si en fait l'environnement devient structuré, c'est-à-dire qu'en fait l'expérimentateur, c'est-à-dire moi qui propose la tâche au sujet, je tire plus souvent d'une urne que d'une autre, avoir tendance à confirmer sa décision précédente peut devenir optimal. Parce qu'en fait, il y a une structure dans cet environnement, et si on avait pensé que c'était l'urne A à l'essai précédent, c'est peut-être probable que ce soit encore l'urne A à cet essai. Donc vous voyez, ça c'est une première situation dans laquelle un biais peut devenir en fait optimal. Le biais de récence, lui, il devient optimal quand l'environnement change plus ou moins vite au cours du temps. C'est-à-dire que si l'environnement change, il n'y a aucun intérêt à se rappeler ce qui s'est passé il y a 6 mois si l'environnement a changé entre-temps. Donc quand on connaît la vitesse de changement de l'environnement,
on sait à quel point on doit tenir compte des informations très récentes et des informations qui sont de plus en plus loin dans le passé. Okay, et donc finalement, ce biais de récence, lui aussi, peut prendre un caractère d'optimalité dans un environnement qui est changeant, et bien évidemment que notre environnement réel est un environnement extrêmement changeant, extrêmement volatile, dont les conditions changent rapidement, assez rapidement. Enfin, le biais d'optimisme, lui aussi, peut devenir optimal dans un environnement qui est rude, c'est-à-dire un environnement où les bonnes surprises sont en fait plus rares que les mauvaises surprises, et donc elles deviennent source d'information. Et donc là encore, ce biais d'optimisme, qu'on pourrait caractériser de néfaste, quelqu'un qui ne tient compte que des bonnes nouvelles et jamais des mauvaises nouvelles, dans un environnement qu'on contrôle en laboratoire, où les bonnes surprises sont aussi fréquentes que les mauvaises, effectivement c'est néfaste pour le comportement et pour la décision, mais dans un environnement rude où les bonnes surprises sont en fait plus rares, ça peut devenir quelque chose qui a un avantage évolutif par rapport à d'autres individus qui n'auraient pas ce biais d'optimisme. Donc vous voyez que ces différents biais, en fait, en essayant de comprendre les conditions dans lesquelles ils sont optimaux, peuvent permettre aussi de mieux comprendre notre environnement et de se dire que finalement, peut-être que ces biais ont évolué, car en fait, ils permettaient de s'adapter et de prendre des décisions dans les contraintes de notre environnement. Ensuite, je vais vous montrer donc une tâche précise dans laquelle on a posé ces questions et dans laquelle on a essayé de répondre à cette question fondamentale de l'origine de cette variabilité qu'on observe dans les décisions humaines. Donc c'est une tâche qui est une variante de la tâche de catégorisation probabiliste dont je viens de vous reparler, c'est-à-dire cette tâche où le sujet observe des stimuli qui peuvent venir d'une urne A ou d'une urne B, et le sujet doit déterminer à chaque essai, sur la base des quelques stimuli qu'il a observés, s'ils proviennent de l'urne A ou de l'urne B, sachant que la quantité d'informations dont il dispose pour décider est par définition trop faible pour prendre toujours la bonne décision. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur les changements qui ont été opérés dans le protocole. Je vous ai dit au début, chaque chercheur a sa façon de cuisiner son protocole. La façon dont j'ai eu de cuisiner mon protocole, c'était de présenter au sujet non pas juste des balles colorées rose ou bleu, mais des stimuli orientés comme celui-là. Donc, la seule information qui est importante sur ce stimulus, c'est cette orientation que vous voyez là. Et en fait, les urnes, elles sont maintenant définies par des distributions d'orientation. Tout ce que veut dire ce terme barbare, c'est que l'urne bleue avait plus d'orientation orientée comme ça que d'orientation orientée comme ça, alors que l'urne rose, à l'inverse, avait plus d'orientation orientée comme ça que d'orientation orientée dans l'autre sens. Et le sujet, comme dans la tâche que je vous ai présentée précédemment, observait une séquence de stimuli. Donc regardez juste pour l'instant les stimuli. Il observait une séquence comme ça de stimuli. Vous voyez que chaque stimulus a une orientation différente. Et à la fin de la séquence, il devait nous indiquer s'il pensait que l'urne dont avaient été tirés les stimuli était l'urne rose ou l'urne bleue. Okay ? Ce qu'il y a d'intéressant avec cette façon de formuler la tâche, c'est qu'il devient très simple, par un calcul probabiliste niveau collège, de calculer quelle est la décision optimale qui devrait être prise à chaque essai sur la base des stimuli que le sujet a observés. Okay ? Donc là, je vous le résume en dessous. En fait, on fait un calcul qu'on appelle bayésien, c'est-à-dire de combinaison de probabilités, pour arriver à la fin de la séquence à un ratio, c'est-à-dire un quotient, entre la probabilité que ce soit l'urne A sur la base des stimuli observés versus l'urne B sur la base des stimuli observés. Et donc si la probabilité de l'urne A est plus forte, le modèle optimal va décider A. Si c'est l'urne B, il va décider B, très simplement. Okay ? Alors ce qui est intéressant avec l'utilisation d'un modèle comme ça optimal, c'est qu'on peut directement comparer les décisions du sujet humain aux décisions optimales. C'est optimal, ce qui veut dire qu'on ne peut pas battre ce modèle. Dans cette tâche simple, on peut définir quelle est la performance maximum atteignable par un sujet humain. Et donc là, ce que je vous montre sur cette courbe, sur l'axe X, vous avez le nombre de stimuli qui ont été présentés au sujet pour décider. Rappelez-vous que moins il y a de stimuli, plus il est difficile de déterminer l'urne dont ils proviennent. Plus il y a de stimuli, plus la décision devient facile car on a observé beaucoup de stimuli. Et sur l'axe Y, je vous montre la proportion de décisions qui étaient effectivement correctes prises par le sujet. Les points reflètent les données, c'est-à-dire ce qu'ont fait les sujets humains dans cette tâche-là. Donc vous voyez que plus le nombre de stimuli augmente, plus les décisions des sujets étaient bonnes, car vous voyez que la proportion de décisions correctes augmentait paramétriquement avec ce nombre de stimuli. Ce que vous voyez aussi, c'est que ce que je vous présente en pointillé au-dessus, ce sont les performances du modèle optimal, c'est-à-dire le modèle qui prend toujours la meilleure décision possible, sachant ce que le sujet avait vu. Et vous voyez que ce modèle dépasse assez nettement les décisions du sujet. Donc ça vous illustre juste que dans cette tâche, on est bien face à une variabilité des décisions des sujets sous-optimale
qui produit des erreurs de décision qui sont évitables. Évitables parce que le modèle n'avait pas plus d'informations que le sujet pour le décider, il a juste décidé de la meilleure façon possible. Donc la question, et c'est une question qui taraude les chercheurs depuis des dizaines d'années dans les sciences de la décision, c'est de comprendre pourquoi les sujets commettent-ils ces erreurs dans ce genre de tâches. Alors, ce qu'on a fait nous, donc là je vous parle en particulier d'une étude récente qu'on a publiée avec des collègues au laboratoire, on s'est intéressé à 3 sources d'erreurs possibles dans ce genre de tâches. Un premier type d'erreur qui pourrait être des erreurs que je qualifierais de perceptives, qui sont liées à la perception des stimuli, qui serait qu'en fait, quand je présente un stimulus orienté dans cette direction, la vision du sujet peut être plus ou moins imparfaite, et qu'en fait, ils ne perçoivent pas toujours exactement l'orientation que je lui ai présentée, mais une orientation qui tombe autour de cette orientation réelle, mais qui n'est pas parfaitement sur l'orientation réelle, qui serait due à une vision imparfaite des stimuli, tout simplement. Une deuxième erreur qui peut se produire dans ce genre de prise de décision incertaine, ce serait une erreur dans le calcul probabiliste lui-même. C'est-à-dire quand le sujet doit combiner un premier stimulus qui donnait de l'information plutôt pour rose et un deuxième beaucoup pour bleu, à quel point le sujet va commettre une erreur probabiliste quand il va devoir combiner ces 2 sources d'informations qui sont en fait en conflit l'une avec l'autre. Et ça, bizarrement dans la littérature en sciences de la décision, c'est une source d'erreur qui est très rarement considérée. La troisième, qui est, elle, beaucoup plus classique dans les sciences de la décision, ce sont des erreurs au moment de l'action en elle-même, qui seraient des erreurs dues au fait que lorsque le sujet est face à une décision incertaine, par exemple à la fin d'un essai, le sujet se dit ah, « j'ai peut-être 60-40, un peu plus de chance pour violet, mais quand même, ça pourrait être bleu aussi », que le sujet ne va pas décider toujours violet, ce qu'il devrait faire, car la décision optimale, même si vous n'avez que 1% de plus de chance que ce soit violet que bleu, la décision optimale est toujours de choisir violet dans cette tâche. Mais dans les théories économiques, qui ont rapporté des prix Nobel aux personnes qui les ont mises au point, les gens ont considéré que les sujets pouvaient ne pas avoir ce raisonnement totalement déterministe, mais qu'ils utiliseraient des règles qu'on appelle de matching de probabilité. C'est-à-dire que quand en gros, ils ont une situation où il y a 60% de chances que ce soit violet et 40% de chances que ce soit bleu, ils vont choisir grosso modo 60% du temps violet, 40% du temps bleu. Ce qui est une règle sous-optimale, qu'on appelle une règle de décision softmax, qui est une règle classique dans les sciences économiques, et qui peut aussi produire, bien évidemment, des erreurs que le modèle optimal ne produit pas, lui. Ce que nous avons pu montrer en modélisant ces sources d'erreurs et en ajustant un modèle qui contient ces 3 sources d'erreurs au comportement de nos sujets, c'est qu'en fait, c'était réellement la source d'erreurs de calcul probabiliste qui expliquait la grande majorité des erreurs de décision commises par les sujets. Et ça, c'est déjà un résultat qui a été surprenant pour la littérature des sciences de la décision, car cette source était très rarement considérée, où habituellement, on pensait que les erreurs de décision venaient soit de l'entrée du processus de décision, c'est-à-dire d'erreurs perceptives, ou alors de la sortie du processus de décision, c'est-à-dire d'erreurs au moment de l'action, mais pas d'erreurs dans le processus de décision en tant que tel. Okay ? Et donc si on affiche maintenant ce que produisent chacune de ces sources d'erreurs sur les décisions du modèle, vous voyez que si on crée des modèles qui n'ont que les erreurs de perception ou d'action, c'est les courbes orange et violette qui sont en fait surimposées, vous voyez que les performances du modèle sont quasiment optimales. Et que dès qu'on considère les sources d'erreurs dans le calcul probabiliste, dans la prise de décision en tant que telle, vous voyez que les performances du modèle, maintenant, collent avec les performances des sujets humains. Donc vous voyez bien que dans cette tâche, ce ne sont pas du tout les périphéries de la prise de décision qui polluent la décision du sujet, ce sont bien des erreurs dans la prise de décision en tant que telle. Maintenant, une fois qu'on a fait ce premier constat, qui pointe vers la prise de décision comme une grande source de variabilité et d'erreurs chez l'homme, il y a en fait 2 types d'erreurs possibles. Le premier type, c'est les biais cognitifs dont je vous ai parlé précédemment. Et si vous vous rappelez, ce biais de confirmation, ce biais de récence, ce biais d'optimisme, c'est des biais qui sont en fait prévisibles. On peut les résumer et dire, ben voilà, si le sujet a eu une bonne nouvelle, il va en tenir peut-être trop compte, et s'il a une mauvaise nouvelle, il va en tenir peu compte. Donc en fait, ces biais produisent des distorsions et des erreurs qu'on peut prédire, une fois qu'on les a compris et qu'on les a caractérisées. Mais en fait, ces erreurs pourraient également être d'un autre type, qui est aussi souvent sous-estimé dans la littérature, qui serait que la prise de décision a une part d'imprévisibilité fondamentale, et qui donc ne serait pas du tout prévisible, qui serait réellement
qu'une décision, si on prend 4 fois une décision sur la base exactement des mêmes stimuli, on ne prendra pas toujours la même décision, mais qu'on va fluctuer d'une décision à une autre. Et donc que la prise de décision serait imprévisible en tant que telle. Et donc pour ça, pour essayer de classifier ou partitionner les erreurs qu'on a observées chez nos sujets dans ces deux types, c'est-à-dire des erreurs qui sont dues à des biais, des stratégies, qui peuvent être bizarres, qui peuvent varier d'un sujet à l'autre, qui peuvent être très compliquées. Et évidemment que la psychologie n'a pas pu identifier tous ces biais stratégiques, car comme je vous l'ai dit, ils varient d'un individu à l'autre en intensité, peuvent même varier au sein d'un individu au cours du temps. Donc par définition, on ne pourra jamais caractériser tous ces biais. Donc plutôt que d'essayer de trouver tous les biais possibles et imaginables qui pourraient exister chez les sujets, nous avons choisi de mesurer la consistance interne des décisions humaines, et ça, pareil, un terme barbare qui est en fait très simple, qui revient juste à regarder à quel point, quand on présente à un sujet, à différents moments de l'expérience, 2 fois exactement la même séquence de stimuli, à quel point les erreurs qu'il va commettre la première fois vont se reproduire la deuxième fois. À quel point le sujet va être consistant dans le fait de produire la même décision face à la même situation. Okay ? Et en faisant ça, et en utilisant une méthode statistique inspirée des statistiques, c'est la théorie de l'estimation, on a pu réellement diviser la variance globale, c'est-à-dire la totalité des erreurs des sujets, dans ces 2 types principaux. Les erreurs imprévisibles, que je vous mets en vert ici, et les erreurs prévisibles, qui sont des biais cognitifs. Et ce qui est déjà très intéressant et ce qui a surpris, là encore, la littérature, c'est que les erreurs imprévisibles représentent plus de 2/3 de toutes les erreurs de décision commises par les sujets. C'est-à-dire qu'en fait, et là vous voyez, les biais cognitifs connus, c'est-à-dire les 3 biais dont je vous ai parlé, et j'en avais rajouté d'autres dans mon modèle, n'expliquent que 24% des erreurs qu'ont commises des sujets par rapport au modèle optimal dans cette tâche. Et ce que les gens pensaient un peu naïvement en psychologie, c'était que les biais cognitifs inconnus représenteraient peut-être encore une très large part des erreurs qu'on n'a pas encore comprises dans la décision. Mais ce que notre recherche montre, c'est qu'au contraire, en fait, on a déjà assez bien compris les biais cognitifs qui existent chez les sujets, et on peut même dire combien il en reste à découvrir, même si nous ne savons pas lesquels se cachent dans ces 8% restants. Mais ce qu'on peut dire, c'est que plus de 2/3 des erreurs que commettent les sujets dans notre tâche sont réellement dues à des erreurs totalement imprévisibles. C'est-à-dire qu'aucun modèle ne pourra jamais prédire statistiquement et de façon fiable. Okay ? Donc c'est très important pour aussi comprendre les limites sur la consistance de la prise de décision chez l'homme. Et donc, on va passer comme ça à une transition vers les neurosciences, c'est que cette imprévisibilité, on va oublier, le fait que les décisions soient imprévisibles implique ou suggère une grande variabilité des activations cérébrales qui sont impliquées dans la prise de décision. Okay ? Et donc dans la deuxième partie de ma présentation maintenant, je vais tenter de lier la variabilité des décisions humaines à la variabilité des activations cérébrales que je peux mesurer pendant que les sujets réalisent ce genre de tâches. Et ce que je vais faire sans surprise, c'est que je vais essayer d'utiliser cet outil que je viens de vous décrire, la modélisation cognitive, pour également augmenter le pouvoir explicatif des données de neurosciences que je vais recueillir chez mes sujets. Parce que le problème dont je vous ai parlé en sciences cognitives, qui était de comprendre pourquoi tous les sujets exhibent ce genre de biais cognitifs compliqués, très variés, très différents, il y a également un énorme problème de pouvoir explicatif en neurosciences qui s'exprime de plus en plus à l'heure actuelle et qui représente vraiment un défi pour les neurosciences, et je vais vous évoquer différents points à ce sujet. Donc, quelque chose qu'on peut déjà observer en neurosciences, c'est que les années passant, on a accès, en tant que neuroscientifique, à des observations du cerveau de précision et de couverture croissante. Donc là, je vous montre 3 exemples. Un premier qui est d'électrophysiologie animale, où là, on plante une électrode dans la tête d'un rat, dans le cortex pariétal postérieur, et on peut observer le taux de décharge des neurones dans cette région. Donc peu importe les couleurs à quoi elles correspondent, c'est une première mesure. On peut, chez l'homme, de façon non invasive, c'est-à-dire sans rien planter dans sa tête, le mettre dans une IRM fonctionnelle et mesurer le taux d'oxygénation de son sang dans les différents vaisseaux de son cerveau pour mesurer l'activité métabolique dans différentes régions cérébrales. Donc là, je vous montre dans une tâche particulière comment cette région, qui est aussi dans le cortex pariétal, s'active, peu importe sa raison, sa cause. Et encore une autre méthode de neurosciences, chez cette fois le poisson zèbre. Cette fois, on a même accès chez le poisson zèbre, maintenant on peut même enregistrer
tout son cerveau avec une précision extrêmement fine, avec une imagerie optique. Donc le problème qui émerge dans ces techniques qui deviennent de plus en plus pointues et qui donnent des données de plus en plus riches, c'est qu'en fait, on a un problème d'explosion de ce qu'on appelle la dimensionnalité de ces données. Parce qu'en fait, maintenant, vous voyez, à la base, quand les sciences cognitives et les premières méthodes d'enregistrement cérébral sont apparues, on peut penser à l'électroencéphalographie à la fin des années 20. Au départ, on avait 3-4 électrodes qu'on posait sur la tête des gens et on recueillait le signal électrique qui était émis par l'activité cérébrale sous-jacente. Et donc, on avait finalement, à chaque instant de mesure, 4 points qui correspondaient aux quelques électrodes, 4 électrodes qu'on avait enregistrées simultanément. Vous voyez que là, maintenant, aujourd'hui, chez le rat en électrophysiologie, on enregistre fréquemment jusqu'à 100 neurones simultanément. Chez l'homme, en IRM fonctionnel, on a jusqu'à 10 000 voxels simultanés toutes les 2 secondes d'activité. Et là, chez le poisson zèbre, où c'est vraiment une caméra qui filme le cerveau en temps réel, on a jusqu'à 100 000 pixels qui filment chacun l'activation de différentes régions du cerveau du poisson zèbre. Donc en fait, on a un gros problème, c'est que maintenant, on a besoin de compétences statistiques extrêmement avancées pour analyser ces données, parce que par définition, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce problème de statistique en neurosciences, le fait d'avoir beaucoup de comparaisons possibles. C'est-à-dire que là, imaginons, maintenant, j'ai par exemple de l'activité du cerveau du poisson zèbre dans 2 conditions, où le poisson zèbre est dans un environnement où il devrait bouger la queue vers la gauche ou vers la droite. Ben, en fait, si je compare l'activité cérébrale dans ces 2 conditions, je vais évidemment avoir une centaine de milliers de points où je peux avoir potentiellement une différence. Et le problème, c'est que les statistiques ne sont pas, par définition, nécessairement toujours adaptées à ce grand nombre de comparaisons simultanées. Et en fait, il y a un problème qui émerge, c'est que souvent, on peut avoir ce qui s'appelle des faux positifs qui émergent dans ces analyses. C'est-à-dire qu'en fait, des résultats qui émergent par le hasard, par la chance, des différences qui ne sont pas réelles, qui sont juste dues au hasard, au fait que l'expérience qu'on a réalisée a duré un temps fini et pas un temps infini, et que donc on n'avait pas assez de données, et que donc les preuves étaient faibles, mais pas suffisantes pour réellement valider les faits. Et donc en fait, on a un problème, c'est qu'ensuite, quand d'autres chercheurs en neurosciences essaient de reproduire des effets qui ont été publiés, même dans des journaux à gros facteurs d'impact, c'est-à-dire des journaux extrêmement lus et importants pour le domaine, il y a un problème à répliquer les effets sur lesquels on a envie de se baser, parce que la recherche fonctionne comme ça, on se base sur les résultats précédents pour construire une connaissance et construire progressivement une compréhension de la prise de décision, dans mon cas. Et donc on a ce problème de fiabilité, et il y a même des études qui estiment statistiquement que peut-être jusqu'à 50% des résultats publiés en neurosciences pourraient être des faux positifs, vu les méthodes qui sont utilisées jusqu'à aujourd'hui. Donc ça montre bien l'étendue du problème. Et même de façon générale, si je vous montre ces différences d'activation chez le poisson zèbre entre bouger la queue vers la gauche ou bouger la queue vers la droite, elles vont apparaître dans des régions cérébrales du poisson zèbre très hétérogènes, et ça va être très difficile de comprendre pourquoi toutes ces différences apparaissent. Okay, donc on a aussi vraiment un problème de vide explicatif. Maintenant, on peut observer énormément de différences entre des conditions expérimentales qu'on a mis au point, mais on a du mal à comprendre pourquoi ces différences existent. Et c'était vrai quand j'ai soutenu ma thèse il y a 10 ans, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Okay, et donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'utilisation des modèles cognitifs que je vous ai présentés précédemment peuvent permettre ensuite d'essayer de mapper les différentes étapes qu'on a mis en évidence avec ces modèles sur des activations cérébrales différentes, pour essayer finalement de comprendre quelle région cérébrale joue quel rôle dans tel ou tel processus cognitif. Donc on essaie réellement maintenant, pas seulement d'observer des différences, mais de comprendre ces différences. Et je pense que vraiment, c'est là que réside le défi pour les sciences cognitives au sens large dans les prochaines années. Alors je vais vous illustrer par l'absurde le problème de la situation en neurosciences, parce que les chercheurs aiment bien souvent prendre des exemples un peu débiles ou rigolos. Donc la question que se sont posées des chercheurs assez connus dans le domaine, c'était de savoir, est-ce qu'en utilisant les méthodes des neurosciences cognitives et des neurosciences en général, est-ce qu'un neuroscientifique serait capable de comprendre comment un microprocesseur fonctionne? Un microprocesseur, c'est un système artificiel que l'homme a créé lui-même. Donc par définition, on l'a créé avec une façon de fonctionner qu'on comprend, parce qu'on a fabriqué ces transistors. Et la question, c'était de savoir, est-ce que si on utilise des méthodes des neurosciences qu'on applique à un microprocesseur, est-ce qu'on est capable réellement de comprendre la hiérarchie de calcul qui est effectuée au sein de ce microprocesseur? Parce que, évidemment, que le but des neurosciences cognitives et des neurosciences au sens large, c'est de comprendre
quel est le code neural et comment réellement le cerveau traite de l'information pour prendre des décisions dans mon cas, pour acquérir le langage, etc., etc. Et donc en fait, là les chercheurs se sont réellement basés sur un ancien microprocesseur, je pense des années 80, et ils ont créé un paradigme pour ce microprocesseur qui était différents vieux jeux vidéo, Donkey Kong, Space Invaders, etc. Et ils ont enregistré réellement l'activité de tous les transistors de ce microprocesseur pendant ces différents jeux. Et le but était de voir, est-ce qu'on est capable réellement de comprendre ce que fait le microprocesseur? Bien sûr, c'est un papier par définition assez ironique, mais c'était ça l'objectif. Et voilà, ce qui est un peu désolant, c'est qu'a priori, non, on n'a pas bien compris comment fonctionnait le microprocesseur en appliquant des dizaines de méthodes qui sont à la mode actuellement en neurosciences cognitives. Et quelque chose d'encore un peu plus inquiétant, c'est qu'en fait, le microprocesseur, bon, il est bien évidemment très différent d'un cerveau humain, mais il peut présenter des patterns qui peuvent ressembler aux patterns du cerveau humain. Donc finalement, ça laisse penser que peut-être même, en regardant ce genre de données dans le cerveau humain, on n'est réellement pas du tout en train de regarder ce qui est réellement pertinent pour comprendre comment fonctionne vraiment le cerveau au sens large. Donc finalement, cet exemple, il est un peu rigolo, mais néanmoins, il a une vraie valeur d'argument pour pousser vers un changement de paradigme dans les recherches en neurosciences. Alors, je ne vous dis pas que là, je vais vous donner la réponse ce soir, ce serait mentir. Néanmoins, voilà un premier point sur lequel la modélisation cognitive peut être utile quand on regarde des données cérébrales, c'est de comprendre l'origine neurobiologique de biais cognitifs connus. Alors là, je vais m'intéresser au troisième dont je vous avais parlé, c'est le biais d'optimisme. Alors, ce qu'ont fait des chercheurs qui sont en fait mes collègues, c'est qu'ils ont tout d'abord mis des sujets dans une IRM, et ils leur ont fait faire une tâche typiquement de machine à sous, qui ressemble à celle que je vous avais présentée au début de cette présentation, dans laquelle, certaines fois, le sujet a une bonne nouvelle, il tire un levier et il est surpris parce qu'il obtient une récompense là où il n'était pas sûr d'en obtenir une. Parfois, il obtient des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire qu'il était sûr de son coup, là, il n'a pas de récompense. Et ils ont enregistré l'activité métabolique cérébrale face à ces différentes surprises, bonnes et mauvaises. Ce qu'ils ont commencé par faire, c'est tenter d'identifier les activations cérébrales, c'est-à-dire les régions cérébrales qui augmentent avec les bonnes surprises qui sont prédites par le modèle cognitif qu'ils ont utilisé. Okay. Donc là, ce que je vous montre à gauche, ça ne se voit pas très bien, c'est un cerveau vu de profil où là, vous avez le cortex frontal, là, le cortex occipital. Donc là, il est en fait transparent. Vous voyez où sont les différences, ou en tout cas les régions qui augmentent avec les bonnes nouvelles, dont l'activité augmente avec les bonnes nouvelles. Et une région très classique qui est ici, c'est une région des ganglions de la base que vous voyez ici à droite sur une coupe coronale, qui est la région du striatum ventral. Donc vous voyez, cette région, elle augmente lorsqu'on a une bonne nouvelle par rapport à une mauvaise nouvelle. Son activité est plus forte quand le sujet est surpris positivement que négativement. Et ce qu'ils se sont demandé ensuite, ils ont demandé à leur modèle cognitif de diviser les différents sujets qu'ils avaient passés dans cette tâche entre des sujets qu'on pourrait qualifier d'optimistes, c'est-à-dire ce genre de sujets qui tiennent plus compte dans leur apprentissage des bonnes nouvelles, des bonnes surprises que des mauvaises surprises, et des sujets qu'on pourrait qualifier de réalistes, qui, eux, tiennent relativement autant compte des bonnes que des mauvaises surprises. Et ils ont comparé les activations cérébrales sur la base de cette classification, et ce qu'ils ont vu, c'est que la région qui sortait, c'était bien cette région du striatum ventral. Ce qui montre qu'en fait, ces optimistes, ils sont optimistes parce qu'en fait, dans les régions qui sont ces régions qui sont des régions associées à la récompense, les réponses liées aux récompenses sont beaucoup plus fortes chez ces sujets-là que chez les sujets réalistes. Et donc, on peut mieux comprendre d'où vient cet optimisme. Cet optimisme ne vient pas d'un biais cognitif très stratégique, très haut niveau, mais réellement que ces sujets semblent ressentir plus fort les récompenses que les sujets réalistes. Donc, c'est intéressant. Et là, les neurosciences sont utiles parce que sur la base du comportement seul des sujets, ce biais d'optimisme pourrait avoir lieu à différents niveaux. Les sujets pourraient, de façon très stratégique, utiliser plus les bonnes surprises que les mauvaises surprises. Ce que ce résultat cérébral dit, c'est que pas du tout. C'est parce qu'ils ressentent réellement plus fort les récompenses qu'ils sont plus optimistes que les autres. Okay. Ensuite, on va s'intéresser à un autre problème, qui n'est plus le problème des biais ou l'origine des biais cognitifs, mais l'origine de l'imprévisibilité, j'ai réussi à le dire une fois, des décisions humaines. C'est pas mal, je suis content. Donc on va retourner à la tâche de catégorisation probabiliste que je vous avais présentée précédemment, mais cette fois-ci, j'ai enregistré simultanément des signaux EEG chez mes sujets. Donc ce n'est plus de l'IRM. L'IRM que je vous ai présenté précédemment, vous avez vu les cartes que ça vous affichait. C'est des cartes où on voit très bien d'où viennent les activités qu'on enregistre.
Donc on peut dire que ça vient réellement des ganglions de la base, du striatum ou du cortex. Là, le problème de ces activités en IRM, c'est qu'elles sont très mal résolues temporellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste un point de mesure toutes les 2 secondes, mais on sait très bien en psychologie qu'en 2 secondes, il se passe énormément de choses dans la tête de quelqu'un. Okay ? Et donc cette méthode, elle est bien pour localiser, mais elle est mauvaise pour comprendre réellement la dynamique de ce qui se passe dans la tête des gens. Donc moi, dans mon étude, je m'étais intéressé à une autre méthode d'enregistrement qui est beaucoup plus ancienne, qui s'appelle l'électroencéphalographie, qui consiste tout bêtement à poser des électrodes qui enregistrent les faibles champs électriques émis par l'activité cérébrale des sujets. L'avantage de cette méthode, elle est beaucoup moins résolue spatialement que l'IRM, c'est-à-dire que j'ai du mal à savoir d'où viennent les activités que j'enregistre sur mes électrodes. Par contre, elle est extrêmement fine temporellement. Donc le signal, il évolue à l'échelle de la milliseconde, c'est-à-dire aussi vite que l'activité des neurones qui travaillent en dessous. Donc c'est un gros avantage par rapport à l'IRM, principalement dans des tâches où la dynamique est assez rapide. Et donc moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que cette imprévisibilité, je vais rater cette fois-ci, le fait que les décisions soient imprévisibles, est-ce que c'était dû à une contrainte neurobiologique et pas juste à une imprévisibilité naturelle. Et donc ce que j'ai regardé dans le signal EEG, le signal d'électroencéphalographie, ce sont des rythmes qui sont en fait extrêmement bien connus. Depuis qu'on commence à enregistrer l'activité cérébrale électromagnétique de sujets humains et même d'animaux, les gens ont toujours été étonnés et assez fascinés par la présence de rythmes, d'oscillations de ces signaux à différentes fréquences. Et depuis les années 1930, les gens se sont évertués à essayer de caractériser les différents rythmes qui existent à différentes fréquences quand on enregistre l'activité électromagnétique du cerveau, et d'essayer de comprendre quelles pourraient être les fonctions cognitives de ces différents rythmes à différentes fréquences. Okay ? Et donc moi, là, je me suis intéressé à un rythme particulier. Donc là, j'ai vraiment fait le travail d'un neuroscientifique. Je me suis basé sur une recherche extrêmement extensive sur le sujet, et j'ai voulu regarder ce rythme-là, qui lui avait été assigné à un entraînement temporel, une sorte de rythme interne qui peut rythmer la perception et la prise de décision chez les gens. Et ce que je me suis posé comme question, donc ce rythme, il a la caractéristique d'être autour de 2 Hz. Donc vous voyez ici, je vous présente un signal EEG que j'ai filtré dans cette bande entre 1 et 3 Hz. Donc évidemment, vous voyez apparaître des oscillations, puisque le signal a été filtré dans cette bande, qui sont autour de 2 Hz. Vous voyez, la période de ces oscillations est autour de 500 millisecondes, une demi-seconde. Ce que les gens ont montré dans la recherche passée, c'est que quand on présente des stimuli de façon rythmique dans cette bande autour de 2 Hz, ces oscillations s'entraînent en phase avec les stimuli qui sont présentés. Donc vous voyez, là je vous montre maintenant en noir des oscillations quand on présente au sujet des stimuli à 2 Hz, c'est-à-dire toutes les 500 millisecondes. Et vous voyez que si j'enregistre les oscillations, là c'est évidemment un schéma pour vous montrer le principe de ce qu'ont trouvé les différents chercheurs, ces oscillations s'entraînent en rythme avec ces différents stimuli. Une grosse question dans cette recherche, c'est de savoir si ce rythme de 2 Hz a une valeur particulière, et donc de savoir si maintenant je présente des stimuli 2 fois plus vite, est-ce que finalement c'est un rythme maintenant à 4 Hz qui va s'entraîner à la fréquence des stimuli, ou est-ce que ce sera toujours un rythme 2 Hz qui va émerger, et que donc certains stimuli pourraient être mieux perçus ou mieux traités que d'autres, selon qu'ils tombent au bon endroit ou au mauvais endroit de l'oscillation. Okay ? La question était de savoir, est-ce que ces oscillations lentes reflètent réellement une contrainte sur la prise de décision des sujets ? Et c'était une question qui n'est pas sortie de nulle part, parce qu'en psychologie, beaucoup de gens se sont rendus compte que ce rythme de 2 Hz pourrait avoir une pertinence. Par exemple, dans une tâche, si vous voyez une série de lettres apparaître rapidement à l'écran, et que vous devez détecter les X et les T quand ils apparaissent. Et donc vous voyez des lettres apparaître en permanence, il peut y avoir des X et des T qui vont sortir, etc. Si une première lettre cible sort, par exemple le X, vous allez être très mauvais à détecter un T qui apparaîtrait autour de 250 millisecondes, un quart de seconde, après cette première lettre cible. Comme si votre cerveau ou votre esprit était occupé à traiter la première lettre au moment de la deuxième. Et cet effet pique vraiment à 250 millisecondes après le premier stimulus, c'est-à-dire exactement la distance entre le pic et le creux de cette oscillation delta. Donc je me suis demandé si ces oscillations delta reflétaient vraiment une contrainte sur la capacité à percevoir en série des stimuli. Et donc, pour vous résumer ce que j'ai fait, c'est que j'avais toujours ce modèle cognitif que je vous ai présenté précédent de comment les sujets intégraient les stimuli pour décider, comment ils combinaient les différents stimuli pour prendre une décision, et j'ai regardé si l'impact d'un stimulus sur la décision à venir dépendait de la phase de l'oscillation dans laquelle était tombé le stimulus.
c'est-à-dire est-ce que certains stimuli étaient avantagés par rapport à d'autres et qu'ils auraient un poids plus important dans la décision parce qu'ils étaient tombés dans une phase plutôt que dans une autre de l'oscillation. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était exactement ce qui se produisait. Donc là, on a, je ne sais plus, je crois que c'est 16 sujets. Et vous voyez, en gros, je vous présente sur l'axe des X la phase de l'oscillation delta, c'est-à-dire le 0 veut dire le pic et pi ou moins pi veut dire le creux. Et sur l'axe Y, l'impact relatif du stimulus en question qui est tombé à cette phase-ci ou cette phase-là sur la décision à venir. Donc vous voyez que les stimuli qui tombaient dans le pic de l'oscillation delta avaient un impact beaucoup plus fort sur la décision que les stimuli qui tombaient dans le creux de l'oscillation delta. Okay ? Et bien évidemment que ces oscillations, d'un point de vue comportemental et en psychologie cognitive, si je ne les enregistre pas, pour moi, les décisions sont totalement imprévisibles. Mais une fois que j'ai accès à ces oscillations, je peux en fait prédire quels stimuli vont avoir un impact plus ou moins fort sur la décision des gens. Donc j'augmente, à l'aide des neurosciences, ma capacité à prédire et à comprendre la décision des sujets. Voilà. Et donc vous voyez, l'utilisation ici du modèle cognitif, elle sert à relier l'activité cérébrale que j'enregistre. Ici, c'était ces oscillations lentes. Et vous voyez qu'ici, j'ai réduit mon problème. Je ne me suis pas intéressé à toute l'activité que j'avais enregistrée. Je ne regardé que l'activité qui était pertinente sur la base de la littérature passée. Donc j'ai eu de la chance, ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher, et ça ne marche souvent pas. Le problème étant que dans la recherche actuelle, les résultats négatifs sont peu publiés. Donc on a l'impression que la recherche, on cherche quelque chose, on trouve tout de suite la pomme par terre. Mais en fait, il y a beaucoup d'échecs en recherche. Et je pense que c'est pas rendre service aux neurosciences et aux sciences cognitives que de ne publier que les résultats positifs. Parce qu'avant ce résultat-là, j'avais eu d'autres résultats négatifs qui finalement ne sont pas publiables parce qu'aucune revue n'a envie de les publier ou de les accepter. Donc ça, c'est aussi un problème de la recherche qui donne une vision biaisée et qui est probablement aussi à l'origine du problème de fiabilité que je vous ai présenté précédemment. Mais donc pour conclure sur ce point-là, le but de ces méthodes de modélisation cognitive, c'est réellement, et j'espère que j'ai pu vous en convaincre du mieux que je pouvais ce soir, que ça essaie d'augmenter vraiment le pouvoir explicatif des neurosciences. Okay ? Le truc qui est important, c'est qu'en fait, c'est une approche qui est totalement transférable entre espèces. Vous voyez que là, j'ai utilisé, bon, c'était toujours chez l'homme, en IRM ou en EEG, mais on pourrait totalement l'appliquer à des tâches faites chez le singe ou chez le rat. C'est aussi transférable entre fonctions cognitives. Moi, je m'intéresse à la prise de décision, d'autres à la mémoire, d'autres à l'acquisition du langage. Ça pourrait être totalement transférable à ces questions-là. Tant qu'on est capable de mettre au point un modèle, c'est-à-dire une série d'équations mathématiques qui résument le comportement des sujets ou les états mentaux des sujets, et aussi c'est transférable entre différentes techniques. Voilà. Mais pour finir, puisque je vous ai montré que l'imprévisibilité, deuxième fois réussie, venait d'une contrainte neurobiologique probablement sur la prise de décision, je vais essayer de vous montrer quelle direction pourrait prendre la recherche dans les années futures pour essayer de s'intéresser à cette question-là plus précisément. Et je pense, et je ne suis pas le seul, hein, je vous donne l'état un peu de la recherche sur le sujet, vise peut-être dans les années futures à repenser les erreurs et la variabilité qu'on peut observer chez les sujets humains en termes d'efficacité, qui est un terme qui est en fait peu utilisé, en tout cas qui a pu être utilisé longtemps dans le passé en psychologie cognitive, mais peu depuis l'avènement des neurosciences cognitives. Et la question est de savoir, est-ce qu'en fait il existerait un coût neurobiologique fort à certaines opérations mentales, par exemple la prise de décision. Et alors pour illustrer ce point-là, je vais repartir sur les récents succès de l'intelligence artificielle, en particulier les algorithmes d'apprentissage dits profonds, et les succès de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, sur l'homme, aux échecs, au Go. Donc sûrement, vous avez dû en entendre parler, ça a fait la une de tous les médias, et je pense que ça a fait la une de tous les médias d'une façon qui en fait est un peu biaisée et qui ne reflète pas vraiment l'ensemble du problème. Parce que ce qu'on a surtout dit, et ce qui est vrai, et ce qui est réellement une prouesse de l'algorithme AlphaGo qui a été mis au point par Google, c'est que cet algorithme a été capable de battre un des tout meilleurs joueurs de Go au monde, un Coréen qui s'appelait Lee Sedol. Et la recherche en intelligence artificielle, pas du tout en psychologie cognitive, pensait que cette prouesse ne serait atteinte que dans 10 ans. Donc ce papier, bien sûr, et ce résultat méritait d'être mis en avant et d'être connu de tous. Néanmoins, ce qu'on oublie souvent de prendre en compte, c'est à quel prix en fait, ce succès contre Lee Sedol. Donc la machine avait gagné 4 manches à 1 contre le joueur coréen.
Et le Coréen avait même dit après ça qu'il était vraiment désolé pour l'ensemble de l'espèce humaine, qu'il ne voulait surtout pas dire que voilà, l'être humain était battu par la machine. Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne quand je regarde ces matchs et le résultat, ce n'est pas tant la victoire de la machine, qui est bien sûr impressionnante, mais c'est la différence de coût, même en termes de puissance, entre le cerveau humain d'un côté du Coréen, qui tenait dans sa boîte crânienne, et à côté, l'algorithme AlphaGo qui l'a battu, qui était vraiment l'algorithme, je crois, le plus puissant, qui avait énormément de processeurs graphiques, qui devait dégager en nombre de watts quelque chose qui est des ordres de grandeur au-dessus du cerveau humain. Donc, en termes de performance brute, l'algorithme a battu l'homme, mais en termes d'efficacité, je pense que le constat n'est pas du tout le même. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt très impressionné de voir, malgré la puissance de ces machines, à quel point l'esprit humain est quand même capable, avec des contraintes énormes en termes de mémoire, en termes de profondeur de coût que ces algorithmes peuvent faire, capable encore d'être au niveau de la machine, voire de la battre dans pas mal de situations. Parce que là, on a mis en évidence vraiment le cas où l'humain a battu face au monde entier, face à la machine. Et donc, voilà, ce que je pense, c'est que les erreurs de calcul probabiliste que je vous ai présentées précédemment, en fait, ils sont le résultat d'un compromis chez les sujets entre le gain espéré d'une décision correcte. Quand mes sujets viennent faire une tâche en laboratoire, tout le monde a envie d'être correct, hein, tout le monde a envie de bien faire. Donc, il y a un certain gain espéré qui peut être plus ou moins fort et qu'on peut faire varier par des récompenses monétaires plus ou moins fortes selon les tâches, selon les situations. Mais un compromis entre ce gain espéré et d'un autre côté, un coût neurobiologique qui est nécessaire pour avoir des calculs cérébraux indispensables pour prendre la bonne décision. Et souvent, ce coût neurobiologique, il n'est pas du tout pris en compte par les modèles. Tous ceux que je vous ai présentés précédemment, il n'y a aucune notion de coût dedans. Donc ça, c'est vraiment un défi d'essayer de comprendre comment ce coût s'exprime, d'où il vient, et surtout comment le mesurer. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque un peu, en tout cas en neurosciences cognitives, évidemment qu'on peut penser à des coûts métaboliques, etc., mais peu de recherche, ou pas de recherche à l'heure actuelle, essaie de relier ces coûts métaboliques ou neurobiologiques différents réellement à des fonctions cognitives. Alors, je vais vous donner une approche prometteuse qui, je pense, va prendre beaucoup de place en neurosciences cognitives dans le futur, qui se base, alors je vous ai donné le terme un peu populaire qui s'appelle le mind reading, qui en fait est beaucoup moins puissant que ce que son nom peut laisser penser, en termes de capacité réellement à lire dans l'esprit des gens. Okay. Donc cette approche, son but, c'est en fait d'essayer de décoder une représentation mentale chez le sujet sur la base de son activité cérébrale. Plutôt que de lui poser la question « à quoi tu penses ?», on va enregistrer l'activité cérébrale et on va essayer de trouver dans le cerveau quelles sont les régions cérébrales et les patterns d'activation qui permettent de savoir à quoi il pense sans avoir besoin de lui demander. Okay. Ces méthodes, ce qu'il faut voir, et c'est vrai dans, je pense, 100% des cas, sont extrêmement faibles statistiquement. Elles sont très robustes, c'est-à-dire qu'elles vont toujours prédire avec peut-être 55 ou 60% de chance ce à quoi le sujet pense dans certaines situations, mais on ne va jamais arriver à 100%. Donc aujourd'hui, les gens extrapolent déjà en parlant d'application de ces méthodes pour détecter les mensonges en cour pénale, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout fantasmer là-dessus, on n'en est pas du tout là à l'heure actuelle. Okay, mais juste pour que vous compreniez l'idée, donc c'est ce que je vous ai dit, on va enregistrer l'activité du sujet, par exemple, face à un stimulus 1 ou un stimulus 2. Okay, donc dans certaines fois, on va lui présenter ce stimulus avec des sortes de trucs radio, puis d'autres fois ce stimulus bizarre-là. C'est juste un exemple parmi des milliers d'autres. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est regarder si quand on lui a présenté 100 fois celui-là, puis 100 fois ce stimulus-là, et qu'on prend certaines régions cérébrales et qu'on regarde comment ces différentes régions s'activent, est-ce que les motifs d'activation vont être différents pour les différents stimuli? Et si c'est le cas, eh ben, on peut générer finalement un classifieur qui va, sur la base d'un nouvel essai, qu'on n'a pas encore observé, de déterminer s'il a plus de chances d'apparaître à la catégorie 1, c'est-à-dire le sujet est en train de regarder l'image 1, ou regarder l'image 2. Okay, donc là, je vous ai présenté ça pour un exemple de vision, mais ça peut être pour n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens ont même été capables, chez certains sujets extrêmement doués, de décoder des rêves en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc il faut imaginer qu'un IRM, c'est une machine qui fait énormément de bruit. Donc ils avaient très très peu de sujets, parce que pour s'endormir dans les RM de façon répétée, pour mesurer assez de rêves, il fallait quand même des gens très particuliers. Mais néanmoins, ils arrivaient à décoder partiellement, mieux que la chance. Donc là encore,
pas de fantasme, c'est très très faible, néanmoins statistiquement ils étaient meilleurs que le hasard. Meilleur que le hasard ne veut pas dire extrêmement bon. C'est ça vraiment le point sur lequel il faut insister. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être très très bon. Pour la question qui va m'intéresser par la suite, tout ce que je veux, c'est être meilleur que le hasard. Mon but n'est pas de pouvoir décoder ce à quoi vous pensez tout le temps. Voilà. Donc, dans mon cas, ce que je voulais, c'était décoder différentes représentations mentales qui sont évoquées par ma tâche, qui est toujours la même tâche de catégorisation probabiliste, où le sujet voit différents stimuli et à la fin doit déterminer s'ils viennent de l'urne A ou de l'urne B. La première représentation que je voulais décoder chez mes sujets, c'était juste l'orientation du stimulus. Vous vous rappelez, le stimulus était orienté dans une direction ou dans une autre. Donc c'est tout bêtement décoder ce que le sujet regardait à l'écran. Donc ce que je vous présente ici, comme j'ai enregistré l'activité des sujets en EEG, qui est une méthode très précise temporellement, l'axe des X, c'est le temps depuis l'apparition du stimulus en question. Okay, donc vous avez 200 millisecondes, 2 dixièmes de seconde, 4 dixièmes, etc. Et sur l'axe Y, c'est à quel point je peux décoder l'orientation du stimulus dans deux conditions, une condition grise où la décision est prise dans une situation normale et une situation rouge où la décision est prise dans une situation altérée. Peu importe ce que veut dire altéré, dans ce cas-là, on avait effectué une manipulation pharmacologique pour essayer d'augmenter le sentiment d'incertitude chez les sujets. Okay ? Ce que vous voyez, c'est décoder l'orientation du stimulus et pas du tout altéré, c'est-à-dire que le cerveau représente aussi bien l'orientation du stimulus que le sujet soit dans une situation normale ou dans une situation où j'ai essayé d'accentuer pharmacologiquement son sentiment d'incertitude. Donc je dirais que cette représentation mentale, elle est relativement stable ou robuste. Okay ? Maintenant, ce que j'ai regardé face au même stimulus, c'est que j'ai pu décoder son orientation, mais cette fois-ci, je me suis mis à décoder la quantité d'informations apportées par le stimulus pour la décision. Donc vous voyez, c'est le même axe X et Y, mais ce n'est plus la même quantité que je décode. Maintenant, je décode ce qui est pertinent pour la décision que le sujet va devoir prendre. Donc vous voyez que c'est plus tardif. Okay ? On traite d'abord l'orientation du stim, puis on extrait son information apportée. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que maintenant, lorsque j'avais exacerbé le sentiment d'incertitude chez les sujets, vous voyez que ce décodage est maintenant altéré. Et donc ce que j'appellerais ça, c'est que cette représentation a l'air relativement fragile à l'incertitude et probablement donc une représentation mentale qui a réellement un coût neurobiologique pour le cerveau. Okay ? Donc voilà, c'est un peu ça mon point. On peut distinguer ces deux types de représentations stables et fragiles, et peut-être qu'en distinguant ces différents types de représentations mentales, avec ces méthodes, donc vous voyez, le but n'est pas du tout de lire dans l'esprit des gens, le but va être d'évaluer progressivement peut-être quelles sont les étapes de traitement qui ont un coût important pour la cognition, dans mon cas pour la prise de décision. Donc voilà, là en fait je vais conclure mon talk. Donc les points que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, le premier point, c'est un point vraiment expérimental qu'on a trouvé récemment, qui est cette imprévisibilité, j'ai réussi pour finir, sous-estimée des décisions humaines. Alors, ce que je vous ai montré par la suite, c'est qu'elle avait l'air de provenir de contraintes neurobiologiques qui s'exercent sur la prise de décision et qu'il va falloir à l'avenir, en sciences cognitives, probablement de plus en plus tenir compte du nécessaire compromis entre précision et efficacité. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête. Le cerveau est extrêmement contraint de par son architecture et on ne peut pas penser à tout ce qu'on pourrait faire. C'est pour ça que créer une intelligence artificielle n'aura quasiment aucune chance d'arriver à la même chose qu'on ne peut pas créer un cerveau humain de toutes pièces. On en est encore à l'étape où aujourd'hui, il vaut mieux enregistrer et observer le cerveau avant d'essayer de le simuler. Je pense qu'on est encore très loin de le comprendre avant d'essayer de le simuler ex nihilo. Et d'un point de vue de méthodologie ou de comment étudier ces questions-là en sciences cognitives, j'espère que j'ai pu vous montrer partiellement au moins que la modélisation cognitive apparaît comme un outil pour réellement mieux comprendre les données de neurosciences et de sciences cognitives au sens large. Et dans le but de combler ce vide explicatif que j'ai essayé de vous présenter en psychologie et en neurosciences. Et donc voilà, je termine en vous remerciant pour votre attention. Bonsoir. Juste une petite question par rapport au biais d'optimisme, parce qu'il me semble avoir lu, alors c'était pas pour la prise de décision, mais que les idées négatives avaient 7 fois plus d'impact que les idées positives. Et du coup là, je voulais savoir si entre les émotions et les décisions, du coup, c'était un peu l'opposé. Je connais pas assez bien cette recherche pour vous répondre précisément, mais là, vous faites exactement face à ce que je vous présentais au début. Il existe une infinité de biais cognitifs qui s'expriment dans différentes conditions, dans différents sens. Donc dans ces tâches de renforcement, et d'ailleurs même ce biais d'optimisme dont je vous parle, il s'exprimait beaucoup chez certains sujets et beaucoup moins chez d'autres.
Donc ces biais, en fait, ils sont souvent très dépendants du contexte. Donc les biais sociaux peuvent être vraiment dans des sens opposés de biais économiques, par exemple. Donc là, typiquement, dans cette tâche économique où le sujet, quand je vous ai parlé de bonnes et de mauvaises surprises, c'était réellement des récompenses monétaires où je disais, tiens, j'ai plus gagné qu'attendu. Ce n'était pas une récompense sociale, du genre j'ai bien agi ou quelque chose comme ça. Et vraiment, la psychologie regorge de situations contre-intuitives où les biais peuvent vraiment s'opposer. Mais c'est un très bon point. Oui, alors j'ai en fait deux questions. La première, c'est l'imprévisibilité de l'incertitude. Est-ce qu'on ne peut pas la rapprocher de ce qui avait été vu depuis très longtemps, qui étaient les deux formes d'incertitude, l'incertitude attendue et l'incertitude inattendue? Est-ce que vous voyez un lien avec l'attente du sujet? C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose qu'il n'attendait pas, à ce moment-là, bon, ça c'est ma première question, qui est un modèle que vous devez connaître, qui est assez classique. L'autre question, c'est, vous avez centré votre exposé sur des cas de loterie, de risque. Peut-on, et jusqu'où, les étendre à des cas d'incertitude non probabilisée, c'est-à-dire ou probabilisée subjectivement, et d'ambiguïté, parce qu'à un moment, vous employez l'expression ambiguïté. Alors, vous savez que techniquement, l'ambiguïté est une catégorie différente du risque. Donc, mon idée, est-ce que vos recherches permettent cette généralisation aux différentes catégorisations d'incertitude? Alors, voilà, ce n'est pas des questions faciles, c'est des questions assez pointues. Je vais essayer de répondre de façon peut-être un peu moins pointue que la question. Sur la question de l'incertitude attendue ou inattendue, donc ça vient de théorie économique. Là, quand on s'intéresse vraiment au cerveau, dans cette tâche, l'incertitude, elle est relativement attendue. Oui. Le sujet a été exposé à ces deux urnes. Il sait que leur contenu est imparfait et assez mélangé. Donc l'incertitude attendue prend probablement une très grande place dans cette tâche particulière. Après, ce que j'ai pu vous montrer aussi, c'est que dans le cerveau, je pouvais expliquer une partie de l'imprévisibilité. Donc ça, les théories économiques, elles ne parlent pas directement de ça dans leur forme standard. Et là, vous voyez qu'une partie de cette imprévisibilité, là j'y arrive vraiment très bien maintenant, a l'air de venir vraiment de fluctuations de l'activité cérébrale structurée et semi-périodique. Donc là, je pense qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Néanmoins, en termes d'incertitude attendue, je pense que c'est ça. Les sujets sont totalement dans une situation d'incertitude espérée. Ils savent exactement à quoi s'attendre et on ne faisait pas varier cette incertitude directement dans ces tâches-là. Ensuite, la deuxième question, peut-être que je l'ai un peu incertitude, de risque et ambiguïté. Ça, c'est une question pas facile. On pourrait en parler. Ça, on pourrait en parler précisément. Je ne suis pas économiste. Si on n'a pas les probabilités, si on a des probabilités imparfaites, est-ce que le cerveau fonctionne de la même manière? Là, mon cerveau va être imparfait pour vous répondre. Et donc, vous pourrez certainement m'en apprendre plus sur ces théories économiques-là. Voilà, moi, je me suis vraiment intéressé à ces tâches probabilistes. Néanmoins, j'ai fait d'autres tâches où, cette fois-ci, le sujet avait toujours une récompense plus ou moins grande. Et les résultats sont relativement inchangés. C'est-à-dire, j'ai fait des tâches de loterie où, cette fois-ci, c'était plus le levier gauche rapporte 50% du temps et l'autre moitié 0. C'était, il rapporte une certaine valeur qui évolue au cours du temps. Donc maintenant, il n'y a plus de probabilité. C'est une évolution continue paramétrique de la récompense. Et néanmoins, en termes d'imprévisibilité et en termes de biais, on retrouve des choses qui ressemblent énormément à ce qu'on voit dans les tâches que je vous ai présentées là. Voilà. Bonjour, moi j'ai peut-être oublié d'écouter, je ne sais pas, les oscillations delta, est-ce qu'on les a en permanence? Est-ce qu'on les a pendant le sommeil? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme un bruit de fond? Ou qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, ça c'est une bonne question et c'est une question qu'on s'est posée quand on a observé cet effet-là. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ces oscillations, en fait, elles ont cet effet-là de façon prédominante parce que j'ai forcé le système dans un régime trop rapide. C'est-à-dire que j'ai poussé le cerveau à traiter l'information trop rapidement et donc ces oscillations apparaissent de façon extrêmement forte. C'est-à-dire que dans les situations où on est forcé d'intégrer de l'information trop vite, ces oscillations vont apparaître et vont contraindre, vont segmenter comment on traite l'information. Par contre, quand l'information arrive doucement, ces oscillations perdent tout à fait leur importance. Donc c'est quelque chose qui est spécifique des situations où on est vraiment contraint temporellement. Donc ces oscillations, voilà, je pense qu'on peut mesurer leur puissance, elle évolue au cours du temps, mais elle est vraiment importante quand on est vraiment contraint dans le temps. Moi, j'avais une question sur les... Vous avez parlé de biais cognitifs non connus au bout d'un moment, et vous avez réussi à estimer que c'était seulement 8%
du total des erreurs possibles. J'ai un peu de mal à imaginer comment on fait pour estimer le pourcentage de choses qu'on ne connaît pas par rapport au reste. J'aimerais bien avoir un petit éclaircissement là-dessus. Exactement. C'est ça, mais vraiment, et c'est ça la beauté de cette analyse-là. C'est ça qu'il faut voir. Vraiment, vraiment. Mais je suis content que vous posiez la question parce que c'est vraiment important de voir, au moins que vous essayez. C'est assez contre-intuitif, je suis complètement d'accord avec vous. L'idée, c'est qu'en fait, en mesurant, je vais revenir à la slide en question, en mesurant la consistance des décisions des gens, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils vont répéter la même erreur quand ils font face à la même séquence de stimuli ou pas, je peux diviser la variance, c'est-à-dire l'erreur globale des sujets, entre une partie qu'on appelle un terme, ça va overlapper avec un autre terme que j'ai utilisé de biais, et un terme de variance. Le terme de biais veut dire un terme prévisible, et le terme de variance veut dire un terme non prévisible. Donc finalement, quand j'ai fait cette première analyse, ce que ça m'a dit, c'est que le terme de variance représentait 68%, et que le terme de biais représentait 24 plus 8, 32. Ensuite, la deuxième étape que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à rajouter dans mon modèle tous les biais cognitifs auxquels je pouvais penser. Optimisme, présence, tout. J'ai fait un peu un panorama de la littérature. Évidemment, j'en ai oublié, probablement. Quand je dis inconnu, c'est aussi inconnu de moi. Ce n'est pas que inconnu nécessairement de tout le monde. Mais donc j'ai commencé à en rajouter un paquet pour voir jusqu'où je pouvais expliquer le terme prévisible. Et donc c'est comme ça que j'arrive à ce 8% qui reflète autant mon incompétence à imaginer tous les biais stratégiques, mais mon incompétence qui est en fait une incompétence généralisée, parce qu'il y a une infinité, même dans la tâche aussi simple que je vous ai présentée, on peut imaginer une infinité de stratégies bizarres que les sujets pourraient adopter. Donc déjà, j'étais assez content finalement que ce terme soit relativement petit. Est-ce que vous voyez mieux comment j'ai fait ou un peu? Ok, bon, c'est déjà bien. Très bien. Toujours par rapport aux oscillations. Ouais. Donc vous avez répondu à une première partie. Vous dites en gros que les oscillations sont plus importantes quand vous mettez une personne en situation de stimuli intense. Et que du coup la prise de décision se fait de façon aléatoire sur les pics ou les creux. Est-ce que ça ne serait pas dû au stress? Parce que du coup je me posais la question avant que vous répondiez à la question, je me suis dit si donc on avait ces oscillations au quotidien de façon assez forte, quand on n'est pas dans un moment dans un laboratoire, est-ce qu'on ne prendrait pas naturellement nos décisions au moment donné où est-ce qu'on ne prendrait pas nos décisions au moment des pics? Alors ça, c'est si il y a assez peu d'informations pour finalement toujours pouvoir la positionner au bon moment. Mais comme dans des situations où ça arrive trop vite, qui est la situation dans laquelle je plaçais mes sujets, évidemment, ils ne pouvaient plus mettre tout le monde dans les pics parce qu'en fait, les stimuli arrivaient trop vite, ce qui fait que s'il y en a un qui tombait dans le pic, celui d'après risquait de tomber dans le creux, juste par la simple accélération du rythme des stimuli. Donc c'était une situation particulière, mais qui avait surtout pour but, pas pour dire que dans la vie de tous les jours, on est toujours dans ce cas-là, mais pour montrer qu'il y avait vraiment une contrainte de traitement successif qui s'exerçait sur la prise de décision. Et pour la notion du stress, il y a quand même un générateur de ces rythmes delta qui vient d'un circuit neuromodulateur, qui vient des ganglions de la base dans le cerveau, et qui pourrait peut-être être lié au stress. Et on avait envisagé à un moment avec des collègues de tenter aussi une manipulation pharmacologique là-dessus pour essayer de tester est-ce qu'on pouvait moduler cet effet-là. On ne l'a finalement pas fait aujourd'hui encore, mais c'est une question qui est pertinente. Oui, que pensez-vous de la commande de machines ou de robots qu'on voit par la pensée ? Ah bah voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout abordé ce soir, où là, en fait, ça ressemble aux algorithmes que je vous ai dit de mind reading, mais cette fois-ci, c'est totalement appliqué. Désolé de vous faire passer les slides à toute vitesse, mais mieux vaut ne pas regarder. C'est vraiment appliquer ces méthodes-là de mind reading pour essayer de décoder, par exemple, si le sujet veut bouger un bras mécanique vers la gauche ou vers la droite, bah voilà, ces méthodes-là, elles, à l'inverse de moi, ma méthode, où finalement, que je décode assez bien ou assez mal une représentation, c'est pas très grave. Là, par contre, pour un patient qui n'a plus de bras et qui a besoin de bouger un bras mécanique, là, par contre, la performance brute de l'algorithme de mind reading, de décodage des représentations mentales est très importante. Donc finalement, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les algorithmes que j'utilise moi en recherche sont des algorithmes qui sont poussés vers l'avant par ce champ de recherche, qui est le champ de recherche appliqué dans la clinique, d'essayer de mettre au point des prothèses neurales et ce genre de choses. Donc en fait, moi, j'ai la chance de m'appuyer sur des algorithmes statistiques qui ont été développés souvent dans ces buts-là.
Parce qu'ils ont des contraintes aussi qui sont différentes des miennes. C'est-à-dire que ces algorithmes, pour bouger un bras mécanique, moi, si mon algorithme met 2 jours à tourner pour me calculer ses courbes, c'est pas très grave. Par contre, si la personne veut bouger le bras, il vaudrait mieux qu'il ne bouge pas dans 2 jours. Donc, il y a aussi une notion de temps réel qui n'est pas la même par rapport à des algorithmes de décodage pour la recherche. Parce qu'on voit quand même des démonstrations assez des performantes. Ouais. Et donc, j'imagine que derrière, on peut expliquer ça par des fonctionnements du cerveau. Enfin, parce qu'en général, ils ont des casques d'électrodes. Et on est très surpris par la performance de ce qu'ils obtiennent. Ouais, alors le truc, c'est que souvent, ils sont dans un cas plus simple que moi. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi, j'essaie de décoder vraiment le cœur de la prise de décision. Souvent, ces algorithmes-là, les gens, justement, ont essayé d'optimiser au maximum. Ce n'est pas du tout des chercheurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire marcher leur machine pour aider les patients. Donc, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est souvent des activités, par exemple, prémotrices. C'est-à-dire des activités où on est à la sortie du processus de décision, vraiment l'envie du sujet de bouger la main. Donc, même s'il n'a plus de main, le cortex moteur peut ne pas être altéré. Et donc, on peut vraiment très bien décoder si on a envie d'aller à gauche ou à droite avec ces activités prémotrices. Là, ce que je suis en train d'essayer de décoder, c'est vraiment l'information apportée par le stimulus qui n'a encore rien à voir avec le fait d'avoir envie de dire ci ou ça. Donc, tu vois, c'est vraiment ça la différence entre les deux. Mais néanmoins, vous avez raison, hein, ces méthodes-là, elles sont très impressionnantes et je pense qu'on n'a pas fini d'être impressionné par ces algorithmes-là. Ça, vous avez tout à fait raison. Oui, alors je voulais en revenir par rapport à votre EEG. Et donc, si j'ai bien compris, dans des situations d'incertitude, il y a une forte représentation des ondes delta. Enfin, une forte puissance des ondes delta par rapport à l'EEG. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez corrélé, parce que je suppose que vous avez fait une transformée de Fourier aussi pour... C'est ça. Et donc, est-ce que vous avez trouvé des zones spatiales dans l'EEG ou des coefficients plus importants, enfin il y a une plus forte puissance de représentation. Alors, ces oscillations-là que je vous ai montrées qui influençaient à quel point chaque stimulus avait un impact sur la décision qui allait venir, elles piquaient principalement au niveau des électrodes pariétales, c'est-à-dire ici. Le problème est que je n'avais pas nécessairement un casque extrêmement bien résolu, donc je ne pouvais pas facilement localiser les sources. Elles peuvent piquer au niveau des électrodes pariétales sans nécessairement avoir un générateur ou une source cérébrale pariétale. Donc c'est ça le problème, et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'inférence là-dessus. Ma question portant réellement, et c'est là que je vous dis que quand on a une question très précise, il y a plein d'autres questions qui se posent, la vôtre est tout à fait pertinente, mais j'avais choisi un peu délibérément de me concentrer pour essayer de répondre à ma question très précise, plutôt que d'ouvrir les portes et de risquer ensuite, plus on ouvre la porte, plus le risque de faux positifs dont je vous ai parlé à un moment augmente. Mais c'est une question tout à fait valable et qui pourrait être posée avec une nouvelle expérience, complètement. Bonsoir. Alors, ma question, c'est dans votre EEG, est-ce qu'on peut assimiler ça? Vous avez dit que vous bondiez le cerveau d'informations et que celui-ci, après, vous calculiez la prise de décision. C'est ça. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une prise de décision par rapport à un danger? On sait qu'à la suite d'un danger, il y a des gens qui vont prendre une décision et d'autres qui vont rester figés et qui vont rien faire. Vous situez ça dans une zone imprévisible ou plutôt dans des biais cognitifs connus? Alors ça, j'ai étudié en fait avec d'autres chercheurs de mon laboratoire spécifiquement cette question de la menace, mais cette fois, ce n'était pas avec des stimuli qui étaient juste des barres, c'était vraiment dans un contexte de perception de visage qui exprimait des émotions négatives, dans une situation de menace plus sociale. Okay, et ce qu'on a pu voir, et là on repart sur un lien avec l'anxiété dont on parlait tout à l'heure, où en fait ce qu'on a pu voir, c'est que quand les sujets traitent la menace, les sujets plutôt anxieux et les sujets non anxieux avaient des réponses cérébrales très différentes à la menace. Les sujets anxieux avaient tendance, face à des signaux menaçants, à tout de suite préparer une action motrice, comme s'ils se préparaient tout de suite à réagir. Alors que les sujets non anxieux, eux, avaient tendance à mieux traiter, juste perceptivement, visuellement, à quoi correspondait cette menace dans le système visuel, mais pas à préparer leur action. Donc ça, vous avez raison que la question de l'anxiété dans ce traitement de la menace étant partiellement différente de l'incertitude. Parce que la menace, c'est vraiment une menace pour l'organisme. L'incertitude, c'est juste de ne pas savoir quoi choisir. Mais ce n'est pas nécessairement associé au fait de, si je prends la mauvaise décision, ça aura réellement un coût économique ou social, négatif ou même vital pour l'organisme. Mais on pourrait complètement combiner les deux questions. C'est-à-dire avoir des situations plus menaçantes dans les tâches que je vous ai présentées. Et juste pour approfondir la question, l'instinct de survie
C'est une prise de décision du corps ou c'est un instinct animal? Ça, c'est difficile, ouais, ça, c'est difficile à c'est une répondre. question qui est difficile. Voilà, le problème, comme vous avez vu, c'est que les tâches qu'on met au point, elles sont souvent assez simplistes. Donc c'est assumé et on a du mal à capturer ça. Parce que moi, quand je mets un sujet dans une... Évidemment, d'un point de vue éthique, je ne vais pas mettre un sujet dans une cabine expérimentale et le menacer jusqu'à menacer son instinct de survie. Donc de fait... Tant qu'on ne pourra pas emmener les neurosciences dans la vie de tous les jours et le capturer par hasard, par chance ou par malchance pour la personne en question, on aura du mal à l'étudier. Donc c'est ça un peu le problème actuel. C'est que pour ce genre de questions, et même moi-même ma tâche sur la menace sociale, c'était une menace qui n'est pas une menace réelle, parce que je présentais au sujet sur un écran des visages qui exprimaient la colère qui les regardait ou la peur. C'est une menace qui est tout à fait relative. Ce n'est pas comme une menace que je verrais dans le métro où j'ai vraiment quelqu'un en face de moi en colère ou pas. Donc, vous voyez, on regarde des choses qui sont des fois difficiles à connecter avec la vie réelle. Merci. Non. Il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait présenter dans un dispositif avec un ordinateur quelqu'un qui pensait qu'il pensait à une baleine et que la réponse a été poisson. Alors, est-ce que c'est réaliste, plausible? Est-ce que vous faites des choses de ce type-là? Oui, c'est des mots qui se rapprochent. Oui, ça c'est complètement réaliste. Alors, ça dépend des régions cérébrales, mais le système visuel et même sémantique est vraiment organisé par catégorie. Donc, il y a aussi des analyses qui vont plus loin encore que ces approches juste de décodage, qui regardent la similarité des représentations mentales entre différents stimuli qui peuvent apparaître à une même catégorie, par exemple différents outils versus différents, j'en sais rien, les chercheurs font des trucs bizarres, différents membres du corps humain. Et on peut voir que les représentations mentales de différentes parties du corps humain sont plus semblables entre elles qu'entre une partie du corps humain et un outil, par rapport aux représentations mentales de différents outils qui, elles, sont plus semblables entre elles qu'avec une partie du corps humain. Donc complètement poisson-baleine, on peut complètement comprendre comment un classifieur qui essaie de décoder ce à quoi le sujet pense va se tromper, mais pas se tromper aléatoirement, mais se tromper sur quelque chose qui est connexe sémantiquement. Et ça, par exemple, la tâche où je vous ai parlé de décoder les rêves, où les gens avaient mis comme ça des sujets dans un IRM à essayer de s'endormir, tout ça, bah souvent, le décodeur se trompait, mais ne se trompait pas n'importe comment. Finalement, il retrouvait quelque chose d'un peu similaire. Bonsoir, merci pour la présentation. Vous avez parlé du striatum ventral pour la partie de la récompense. Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir un pouvoir sur cette partie-là et faire en sorte d'augmenter cette zone-là? Est-ce qu'il n'y a pas de fatalité ou est-ce qu'il y a une fatalité à ça? Alors, il y a des choses impressionnantes. Donc ça, encore, c'est une autre méthode qui est dérivée, encore une fois, de cette méthode de décodage qui s'appelle le ou neurobiofeedback. Où là, on fait quelque chose qui va exactement être ce que vous dites, c'est d'essayer d'entraîner quelque chose chez le sujet en lui montrant en temps réel l'activité de son cerveau dans une région particulière. Donc il y a des tâches qui sont faites dans une IRM. Je ne me rappelle plus s'il y en a une qui a été faite spécifiquement sur le striatum ventral. Mais sur d'autres régions cérébrales, on peut tout à fait entraîner un sujet juste en regardant au cours du temps son activité cérébrale, juste il la voit à l'écran, à être petit à petit, évidemment probablement pas pour toutes les régions, ça a été fait de façon un peu sporadique, à contrôler certaines activités cérébrales. Par exemple, les oscillations alpha, qui sont des oscillations en EEG qui ne sont pas comme les oscillations delta à 4 Hz mais à 10 Hz et qui sont un peu des oscillations de repos, de calme, elles sont très facilement contrôlables. Donc on peut très facilement entraîner quelqu'un en peu de temps, on lui branche un casque sur la tête, ce qui met un quart d'heure, et à mon avis, en un quart d'heure, 20 minutes, le sujet est capable de moduler la puissance de ces oscillations-là assez à volonté, quoi. Après, ça n'a pas un effet énorme sur son comportement. Et après, voilà, pour devenir un surhomme, voilà, il faudrait peut-être pouvoir les contrôler pendant beaucoup plus longtemps, quoi. Mais néanmoins, c'est aussi une piste de recherche d'essayer de contrôler et de moduler, d'apprendre vraiment sur la base d'une activité cérébrale. En fait, moi, je me demandais juste, par rapport au graphique, en fait, comment ça se fait que la courbe commence avant enfin, dans la prise de décision, du coup, comment ça se fait que la courbe commence avant qu'on lui montre le stimulus, en fait? Alors, parce que, en fait, ah oui, par exemple celle-là. Parce qu'en fait, dans l'autre, enfin, dans celle qui est la précédente, en fait. C'est-à-dire, en fait, là, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que le temps 0, c'est le moment où apparaît un stimulus. Donc, c'est vraiment même pas du tout, et comme vous dites, la décision, elle apparaît très longtemps après. C'est-à-dire que là, je vous montre vraiment comment le cerveau traite chaque stimulus
avant que je lui pose la décision. Mais bien évidemment, le sujet dans cette tâche-là, il a très fortement intérêt à prendre sa décision pendant qu'il voit les stimuli, pour ne pas être complètement pris au dépourvu au moment où je vais lui demander est-ce que c'est rose ou bleu. Parce que pour savoir l'urne dont viennent les stimuli, il faut vraiment prendre sa décision progressivement par étapes pendant qu'on est en train de percevoir les stimuli. C'est pour ça qu'avant même de demander la question au sujet, on voit bien que le sujet est en train de construire une représentation mentale, de se dire ah, là c'est plutôt violet, là c'est plutôt bleu. Donc c'est pour ça qu'on voit ça. Si on avait demandé au sujet, par exemple, là, face aux mêmes stimuli, de compter jusqu'à 10, toutes ces activités-là seraient à 0. Parce que là, le sujet ne serait plus en train de faire la même chose, même face aux mêmes stimuli. Évidemment que là, on perdrait ces choses-là. Par contre, on ne perdrait probablement pas le traitement de l'orientation des stimuli. Parce que là, le sujet, s'il est toujours face aux stimuli, que son système visuel traite les stimuli, cette représentation mentale-là, qu'il soit en train de penser à prendre une décision ou en train de compter dans sa tête ou de penser à qu'est-ce qu'il va manger ce soir, ça n'aura pas de gros impact. Ça pourrait avoir un faible impact, mais beaucoup plus faible que sur cette représentation-là. Merci. Est-ce que vous avez étudié le cas de prise de décision dans un groupe ? En groupe, ça c'est un sujet qui émerge aussi, qui n'est pas mon cas ici comme vous avez vu. Il y a des équipes de recherche qui s'intéressent uniquement à ça, la décision collective. Et oui, il y a des résultats intéressants qui commencent à émerger, même au niveau juste comportemental. Et là encore, on a des biais, de nouveaux biais cognitifs qu'on peut décrire et qu'on peut mettre en évidence, qui sont particuliers, spécifiques aux décisions collectives. Où il y a des résultats qui montrent que quand on est face à des paires de personnes qui ont à peu près le même niveau d'incertitude, le même niveau de performance, la décision du groupe, c'est-à-dire d'une dyade de 2 personnes, va réellement être meilleure que le meilleur des 2 sujets, alors que quand on a un sujet très bon qui est associé avec un sujet mauvais, là, la performance de la dyade va même être moins bonne que celle du meilleur sujet. Donc on peut voir des effets comme ça, super additifs ou sous-additifs, selon les gens. Donc c'est toute une classe maintenant de recherche aussi sur les décisions collectives qui commence à émerger depuis 5-6 ans. Je vois. Et sinon, au niveau de la neurobiologie, comment ça se traduit ? Dans le cerveau ? Oui. Ça reste encore... là, on retombe sur des régions qui s'observent aussi, qui s'activent également dans des tâches sociales. Donc finalement, on tombe sur des régions... temporopariétales, des régions, finalement c'est le réseau cérébral qui est associé aux décisions sociales qui semble s'activer dans ces situations-là. Mais ça reste encore assez balbutiant parce que ça reste quand même assez spécifique, quoi. Je vois. Merci. Bonsoir, moi c'est une question par rapport au stimulus que vous avez utilisé. Vous avez utilisé un stimulus uniquement visuel. On peut penser que s'il y a utilisation d'autres sens, est-ce qu'on obtient les mêmes résultats? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, très bonne question. On peut penser particulièrement, comme je vous ai présenté des rythmes, à l'audition. Parce que l'audition est très différente de la vision. Par définition, un signal auditif, c'est un signal qui a un contenu fréquentiel. La définition même d'un son, c'est un contenu spectral, un contenu fréquentiel. Donc le système auditif ne fonctionne pas du tout, en termes de représentation et même de dynamique, comme le système visuel. Alors, on a des études que je suis en train de faire avec des collègues à Marseille, où cette fois-ci, on remplace quasiment tout, on intervertit tout avec des bips, des tons auditifs, mais sinon les mêmes genres d'incertitudes, etc. Et on est en train d'essayer de voir si on réplique tout, plus ou moins, partiellement ou totalement, de ce qu'on a observé en vision. Mais la vision a toujours, historiquement, pris un peu le pas en psychologie cognitive et en neurosciences cognitives par sa simplicité. Ou un son, c'est par définition compliqué, parce que même une voyelle, elle a un contenu temporel dynamique très complexe, alors que présenter une image, l'image est là, l'image n'est plus là. Mais je pense que c'est peut-être une erreur et justement, il faudrait peut-être croiser les informations aussi liées au toucher et aux autres sens, et qu'on arrivera à des résultats beaucoup plus subtils. Bien sûr. Et ça existe. Et par exemple, certaines des choses que je vous montre là se répliquent en audition et en somatosensation, c'est-à-dire au toucher. Donc ça, ça, rassurez-vous, il y a quand même vraiment des gens qui le font. Même moi, des collègues proches de moi travaillent sur la prise de décision somatosensorielle, touchée ou auditive, même gustative maintenant. Et est-ce que les études sont croisées ? Les résultats sont croisés ou pas? Alors ça, ça c'est un problème encore des neurosciences en général, c'est qu'aujourd'hui, le coût pour pouvoir passer une manip en neurosciences est tel
Et alors, pour en plus passer une manip multicentrique, etc., est quasiment prohibitif. Aujourd'hui, il faut voir que quand je fais une demande de bourse à l'Europe ou à la France, j'ai 10% ou moins de chances sur l'ensemble des bourses qui vont être proposées, qui vont être retenues pour financement. Et moi, aujourd'hui, mon salaire de chercheur, il me paye pour être assis à mon bureau, mais si je n'ai pas d'argent pour payer des expériences, bah, je ne peux pas les faire. Donc les études multicentriques, par définition, elles sont encore plus limitées que les études unicentriques comme celles que je vous ai présentées. Mais vous avez raison, c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller. Ouais. Bonsoir. Vous avez parlé du fait que les biais n'étaient pas les mêmes chez tout le monde, mais lorsque vous avez votre tableau avec les 68% d'imprévisibilité, est-ce que l'imprévisibilité aussi varie en fonction des personnes? Et surtout, est-ce qu'on peut la faire varier? Par exemple, avec des substances quelconques? Bah, ça, non, c'est une bonne question. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est le résultat moyen. Et vous avez tout à fait raison que selon les sujets, cette part d'imprévisibilité pouvait être plus ou moins faible ou grande. Donc elle aussi, comme toute mesure psychologique ou cérébrale, elle présente une variabilité interindividuelle. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'était pas 68% chez tout le monde. Si je vous avais montré les 20 sujets ou les 30 sujets que j'ai fait passer sur cette étude précise, vous auriez vu que selon les sujets, ce pourcentage-là pouvait varier de l'ordre de même plus ou moins 10% ou 15-20%. Donc ce n'est pas ridicule du tout. Le deuxième point est de savoir si on peut entraîner ou réduire cette imprévisibilité ou pas. Donc ça, c'est une autre très bonne question qu'on n'a pas encore posée, mais qui est clairement une question qui est vraiment à la suite de ces recherches-là. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé des casques G. Ma question, c'est la suivante. On peut en acheter sur Internet entre 300 et 1000 euros. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ces casques, dans l'idée, par exemple, de mettre la recherche dans la rue, à quelqu'un qui irait dans un magasin, quelqu'un chez lui, justement sur la question que vous avez posée du biais du laboratoire. Ouais. Est-ce que ces casques ont une utilité ou dans cette idée-là, ou finalement c'est non, ces casques, non, vous avez raison. Merci. Non, ces casques ont une utilité. Alors le problème, il y a deux problèmes qui s'entremêlent un peu là-dedans. Ces casques-là, je pense, pourrait avoir une précision suffisante pour faire certaines recherches en dehors du laboratoire. Le problème est aussi que le signal EEG a la fâcheuse tendance à être très perturbé par l'activité musculaire. Donc, en laboratoire, j'assois le sujet, limite même sur une mentonnière, un repose-menton, pour qu'il soit le plus décontracté possible, pour avoir des signaux cérébraux les plus purs possibles, non interférés par de l'activité musculaire dans la nuque, etc. Bien évidemment, si on laisse ce casque sur la tête de quelqu'un qui se balade, bah là, voilà, on est tout le temps en train de bouger la tête, de faire ci, de faire ça. Néanmoins, je ne veux pas du tout dire que ça va empêcher ces recherches-là. Hein. Il y a des gens qui ont fait des recherches déjà dans la rue, hein, qui commencent à le faire. Il y a aussi eu des recherches chez des moines en méditation en EEG pour voir justement que ces personnes-là étaient vraiment capables de contrôler de façon totalement en dehors de toute norme certaines oscillations cérébrales qui ne sont pas du tout contrôlables chez d'autres personnes. Et donc voilà, donc on peut sortir la recherche un peu du laboratoire, même si en fait ces moines, on aurait peut-être pu les mettre dans un laboratoire pour méditer, mais on l'a fait en dehors du laboratoire dans ce cas-là, je crois au Tibet. Mais voilà, je pense que c'est aussi une piste pour l'avenir, ça c'est sûr. Et ces casques peu chers peuvent fonctionner, c'est-à-dire qu'en laboratoire, ils fonctionnent. Bonsoir. Juste une petite question, à partir de quelle intensité d'information, quelle rapidité d'information on considère que la prise de décision est saturée et donc la décision fonctionnera de manière biaisée, complète, quoi? On a l'impression que c'est s'il y a plus de 2 stimuli par seconde, de 2 sources d'information par seconde, que les choses commencent à se dégrader assez nettement. On a l'impression qu'on atteint une sorte de limite à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout vraiment propre à mon étude. Hein. C'est-à-dire qu'il faut voir que quand on regarde en rétrospectif l'ensemble de la psychologie cognitive, on voit que cette fréquence ou ce rythme-là, cette limite-là, elle explique plein de choses, ce qu'on appelle des périodes psychologiques réfractaires. C'est-à-dire si on a deux tâches à faire en même temps, qu'en fait, il y en aura toujours une qui va précéder l'autre de grosso modo une demi-seconde. Comme si vraiment il y avait une sorte d'impossibilité à faire plus que 2 choses en une demi-seconde. Donc ça, c'est un peu ce rythme-là qu'a l'air d'être, en tout cas chez l'homme, pour des tâches de complexité raisonnable. Hein. À chaque fois, c'est des tâches, vous avez vu, assez simples. Ce n'est pas des tâches très compliquées. Bien entendu, on pourrait imaginer que si la décision avait été beaucoup plus compliquée parce que la règle pour décider l'urne était plus compliquée, que finalement, la même 1 stimulus par seconde deviendrait trop. Donc il faut aussi considérer probablement la complexité du problème à résoudre pour le sujet.
Et est-ce qu'on considère que le stimulus, du coup, un stimulus visuel, un stimulus auditif, peuvent être traités au même moment parce qu'ils répondent pas, parce qu'ils n'interrogent pas la même partie du cerveau? Et ben ça c'est vrai. Et d'ailleurs, même c'est même pire que ça. C'est même mieux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la perception audiovisuelle, vous voyez bien, par le développement, vous avez été habitué à associer, moi j'associe votre image au son qui vient de vous. Donc finalement, souvent on a même des effets super additifs. Où finalement, si je fais faire au sujet une tâche, ou non seulement par exemple ce serait une tâche maintenant plus d'orientation, mais le sujet devrait déterminer si le stimulus est à gauche ou à droite. Si je présente simultanément au stimulus un son qui est spatialisé au même endroit, le sujet va devenir vraiment nettement meilleur que ce qu'il devrait s'il faisait les deux tâches indépendamment ou si je sommais juste les deux informations. Parce qu'en fait, vraiment, on a un cerveau qui est fait pour combiner les différentes modalités sensorielles. Donc ça, vraiment, ça a un effet très positif. Et probablement en partie parce que ces différentes régions cérébrales qui traitent la vision, le cortex occipital et le cortex temporal pour l'audition. Merci. Bonsoir. Encore sur le graphe de 68%. Ouais. Vous avez mentionné qu'il y a quelques théories qui montrent que le valeur adaptative des biais. Ouais, c'est ça. Je pense à la Error Management Theory, par exemple. Est-ce que ce graphe, d'une certaine façon, montre que 68% c'est le bruit? Et alors, ça serait en contradiction avec ce type de théorie? Eh bien, ouais, en tout cas, dans cette tâche-là, les 68% sont vraiment imprévisibles, donc ce qu'on peut appeler du bruit en statistique. Ouais, exactement. Dans cette tâche-là, dans cette situation-là, on avait vraiment 68% des erreurs qui étaient dues réellement à quelque chose de totalement imprévisible. Voilà. Et quand vous disiez que les biais pouvaient être adaptatifs, voilà, quand j'ai mis l'autre partie, c'était des biais qui, dans ma tâche, ne sont pas adaptatifs parce que dans l'environnement que j'ai créé, il n'y avait aucune contrainte particulière qui sont caractéristiques de la vie de tous les jours. Mais ces biais, en fait, quand je l'appelle biais, moi, je n'ai pas du tout ce point de vue négatif sur le biais. Je pense effectivement que probablement toutes ces stratégies qu'on a mises en place sont probablement adaptatives et ont évolué chez l'homme pour lui conférer un avantage dans l'environnement auquel il est exposé tous les jours, quoi. D'autres questions? Non? Je crois qu'on a terminé. Valentin. Parfait. Merci beaucoup d'être venu.